Pour chez nous, on a environ 300 candidats annuellement pour 60 places, puisqu'on a 3 DU passerelles, un de niveau débutant, un de niveau intermédiaire, un de niveau avancé, avec 20 places par DU passerelle. Donc, on est à peu près sur un pourcentage aussi de 20%, je viens de faire le calcul, de candidats qui sont pris. On a, nous aussi, un lien avec le réseau associatif local, donc notamment avec des structures associatives qui donnent quelques cours de français au public qui nous intéresse. Et ce lien-là, il est créé, conservé, renforcé par des invitations de ces associations locales à nos événements tout au long de l'année. Principalement, on a 2 gros événements, l'événement de remise des diplômes et l'événement de fin d'année, donc auxquels sont invitées ces structures qui peuvent voir que les personnes qu'elles accompagnaient sont bien traitées. Ça leur permet aussi de mieux comprendre ce qui se fait dans le DU Passerelle et d'améliorer peut-être la sélection qu'elles peuvent faire en amont pour nous, en nous envoyant des personnes. On n'a rien de très institutionnel non plus. Les liens avec les CADA, centres d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, se fait plutôt via des travailleurs sociaux aussi individuellement que par le haut des structures. Voilà pour le lien avec le réseau local. Merci Fabienne. Il nous reste donc Claire et Louise. Oui, bah, je veux bien la parole. Donc, vous me voyez, tu confirmes. Mais là, on t'entend plus, Claire, par contre. Là, on t'entend très mal. Ah, Je pense que peut-être ton micro est un peu loin de toi. vous m'entendez là? On t'entend, mais comme si tu parlais de loin. Je pense que ton micro est... Si tu peux rapprocher ton micro de ton visage. J'ai déjà la tête dans l'écran. Bon, attends, Louise, je te laisse prendre la parole, Louise. Je vais regarder si je peux améliorer les Ça choses. marche. Pas perdre de temps. Bonjour à toutes et à tous, Louise Couillet pour l'Université de Lille. On a augmenté notre nombre de places en 2022, donc maintenant on a 150 places en cours de français langue étrangère. Les entrées sont semestrialisées, donc on organise une commission à chaque semestre. Et donc là, pour le semestre qui débute au mois de mars, on a reçu une centaine de candidatures pour à peine 15 places sur liste principale. Mais le fait qu'il y ait si peu de places s'explique par le fait que, comme on a augmenté notre nombre de candidatures en 2022, le temps que les étudiants atteignent le niveau requis pour entrer en formation, en fait, ils vont sortir là au mois de septembre. Donc, on aura plus de places au semestre suivant. Par rapport ensuite au lien avec le territoire, sur le modèle de Grenoble, on a un bureau d'accueil qu'on anime avec d'autres associations du territoire. Du coup, elles sont bien au courant de nos dates de candidature et nous envoient régulièrement des candidats. Après, au niveau des CADA, etc., c'est plutôt des liens informels avec des travailleurs sociaux avec lesquels on a pris l'habitude de travailler. Pareil pour tout ce qui va être mission locale, France Horizon, ça dépend vraiment du type enfin, ça dépend des individus avec lesquels on a pris l'habitude de travailler. Il n'y a rien de très officiel. Et sinon, c'est de la com institutionnelle, nous, sur le site internet. Et sinon, le bouche à oreille fonctionne largement suffisamment. Voilà pour l'Université de Lille. Merci beaucoup, Louise. Claire, as-tu pu résoudre ton problème de micro? Je vois que tu as fait appel à du renfort. Oui, malheureusement. Là, Mais c'est là, bon. c'est parfait, on t'entend bien. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Ouais, parce que Parfait. tu avais mis tes écouteurs, à mon avis. Je les ai retirés, mes écouteurs. Hein. Ah, du coup, tout est... C'était peut-être lié aux écouteurs. Bon. Moi, je suis responsable du DU Passerelle de Dijon, donc à l'Université de Bourgogne. On a actuellement 80 places
Et la spécificité, peut-être par rapport à d'autres DU, c'est que nous, on a 4 groupes dédiés. On n'est pas adossé à un centre de FLE de l'établissement. Donc, on a un programme annuel et avec possibilité éventuellement de rester 2 ans, ce qui fait que sur ces 80 places, par exemple cette année, on a fait rentrer 47 nouveaux étudiants. 33 étaient déjà présents l'année dernière, pour environ 150 candidatures qui sont arrivées dans les délais et une centaine qui étaient hors délai. Donc, on a des personnes qu'on a invitées à recandidater l'an prochain. Euh, le, le, le bassin dijonnais, c'est quand même plus petit que Paris, bien sûr, et même que Lyon. Donc, je pense on est bien connu et on connaît bien, en fait, toutes tous les partenaires, tous les intervenants sur le territoire qui travaillent auprès des personnes en exil. Donc, les CADA, les différents CADA de Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de démarche institutionnelle pour, euh, pour avoir des liens plus, plus généraux. Là, c'est lié effectivement aux travailleurs sociaux qui sont dans ces différents CADA et qui nous connaissent. On était aussi en lien avec un dispositif qui était en quelque sorte la préfiguration de Agir, donc le nouveau dispositif Agir, qui avait été mis en place sur le territoire. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis d'être bien présents dans toutes les instances institutionnelles. Donc, ce sont les travailleurs sociaux des différents centres d'hébergement, les centres de formation, puisqu'il y a aussi sur le territoire, c'est spécifique, le dispositif d'accès à la qualification qui accueille énormément de personnes en exil, donc ils sont aussi une autre source. Euh, donc voilà, on a aussi bien sûr le site institutionnel. Je ne pense pas que le site institutionnel soit une première entrée. Ce sont les gens qui vont chercher ensuite les infos, mais c'est pas comme ça qu'ils découvrent que le DU existe. On est sur Réfugiés Info, ça nous apporte pas mal de candidatures, mais c'est plutôt un petit peu compliqué parce que ça nous apporte beaucoup de candidatures de personnes qui candidatent dans toute la France. Et nous, pour des raisons d'effectifs et de possibilités d'accueil et de pression sur le territoire au niveau du logement, on ne prend pas a priori les gens qui ne sont pas de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est vrai que cette présence sur le site de Réfugiés Info, même si c'est précisé sur le site de Réfugiés Info qu'on prend les candidats de Bourgogne-Franche-Comté, c'est vrai que ça apporte beaucoup de candidatures hors secteur qui malheureusement sont refusées sur le dossier. Donc voilà. Donc on a eu 150 candidats, on en a pris 47 cette année. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et on a aussi un lien avec les associations qui donnent, il y a tous les bénévoles comme la CIMAD, Secours catholique, etc. Et puis beaucoup de bouche à oreille, ça, c'est toujours une source importante de candidature. Voilà. Merci Claire. On va passer à la deuxième question on va rentrer plus dans le vif du sujet, qui est très concrètement, en fait, quels sont vos critères de recrutement pour les étudiants en DU Passerelle, donc tous critères confondus, que ce soit le niveau de langue, évidemment, le parcours académique, le statut, voilà, comment vous fonctionnez par rapport à ces critères d'admission. Peut-être qu'on continue le même ordre. C'était Clémentine, Fabienne, Louise et Claire. Ça marche. Donc pour les critères d'admission, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme jusqu'à l'année dernière, on fonctionnait en admission établissement et puis qu'on a créé une coordination des candidatures pour 11 programmes Île-de-France depuis cette année, il a fallu à la fois converger sur certains critères, mais on a pu tous garder une certaine autonomie aussi sur nos critères d'établissement. Donc là, quels sont nos critères donc propres? On demande le niveau bac, évidemment, pour la reprise d'études, un projet d'études, projet personnel, donc de reprise d'études, a priori dans l'enseignement supérieur au départ,
Et on n'a pas de critères d'âge, mais on peut donner, si nécessaire, la priorité à des candidats, on va dire, plus jeunes qu'à des candidats, on va dire, plus avancés en carrière et qu'on va qualifier peut-être de surqualifiés, parce que ça nous arrive effectivement d'avoir des candidatures très, très qualifiées. Par exemple, je vais prendre l'exemple du médecin cardiologue, voilà, ou du chef de service de clinique en Afghanistan. Et c'est vrai que c'est ce type de profil, on va considérer et qui sont moins prioritaires sur un DU qui a vocation à accompagner sur la reprise d'études. Donc, c'est vrai que quand on va devoir choisir pour un nombre de places limité, on donnera priorité à des candidatures voilà, moins qualifiées et plus jeunes, souvent, c'est souvent corrélé à l'âge. On donnera aussi la priorité à des candidatures de femmes, si nécessaire, si on doit faire un choix entre deux candidatures. Euh, Ce qui fait, tout ça fait qu'en termes de chiffres, depuis quasiment la création du DU, on est à parité, c'est-à-dire qu'on est à 50%, cette année on est à 51% de femmes, voilà. Et en termes d'âge moyen, alors on a quand même une grosse hétérogénéité d'âge, hein. On est à un âge moyen de 27 ans, ce qui fait qu'on n'a pas on se place pas de limite, mais on donne des priorités. Donc cette année, par exemple, notre classe est composée de candidats qui ont de 19 ans à 38 ans, voilà. Donc on a quand même une hétérogénéité. Sur les critères de candidature, ben j'en dis pas plus, puisqu'après, en fait, sinon, je vais entamer ce qui parle du processus de recrutement. Mais je peux tout de suite quand même dire que ce qu'on appelle le projet d'études, hein, c'est vraiment estimé à la fois sur du déclaratif à l'écrit au moment de la première étape de candidature, mais aussi au moment d'une étape à l'oral qui nous permet d'évaluer aussi le niveau d'expression orale de l'étudiant. On a un groupe de FLE, là, nous, qui est B1 vers B2. Donc, c'est évidemment le critère complémentaire dont je n'ai pas parlé, le niveau de FLE. Mais je parlerai tout à l'heure de comment on l'évalue dans les différentes étapes de sélection. Mais donc, je voulais préciser qu'on n'a pas de critères, je dirais, qu'on pourrait appeler de motivation, d'accord, ou voilà, ce type d'évaluation. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Et je pourrais en parler un peu mieux dans les étapes de sélection tout à l'heure. Voilà, j'en dis pas plus, après, ce sera les étapes. Merci Clémentine. Alors, pour Lyon 3, on a trois critères qui sont le statut, le niveau d'études et le projet. Pour le statut, dans nos textes, en tout cas, la candidature est ouverte aux bénéficiaires de la protection internationale, donc réfugiés, protection subsidiaire, protection temporaire, et demandeurs d'asile sans regarder la date de la demande d'asile. Donc, c'est-à-dire, peu importe que le demandeur d'asile ait obtenu une réponse positive, négative, à partir du moment où la personne a fait une demande d'asile, il peut candidater en DU passerelle. Ensuite, au cas par cas, on va également accepter des personnes qui ont un titre de séjour classique, mais qui sont enfants de réfugiés ou compagnons de réfugiés. On a également accepté des mineurs qui n'avaient pas encore obtenu, mineurs ukrainiens qui n'avaient pas encore obtenu la protection temporaire, ou des personnes ayant obtenu, par exemple, une protection internationale en Suisse. Voilà, au cas par cas, on va accepter des étudiants qui nous semblent correspondre quand même dans nos critères au statut d'étudiant en exil. Sur la question du niveau d'études, donc pareil, on a dans nos textes une information et dans la pratique, c'est un peu plus complexe. Donc avoir au minimum le niveau baccalauréat ou l'équivalent obtenu dans son pays. On a bien sûr énormément de candidats qui n'ont pas pu récupérer leur diplôme en quittant leur pays. Donc on accepte des attestations sur l'honneur pour la candidature en DU passerelle, en précisant bien que, par contre, une attestation sur l'honneur ne sera pas suffisante pour candidater ensuite en licence ou master ou autre. Et donc, il faudra bien entamer une procédure de passeport européen de qualification des réfugiés pour avoir un document leur permettant de candidater.
On a accepté également de manière exceptionnelle des étudiants qui n'avaient pas pu valider leur baccalauréat, qui sont partis de leur pays vraiment juste avant de pouvoir le valider et qui, même chose, attestent sur l'honneur, suivre en parallèle du DU Passerelle un DAEU, donc un diplôme d'accès aux études universitaires. Ça, on l'a fait 2 fois sur des profils d'étudiants vraiment assez bons, parce qu'il faut quand même avoir un bon niveau de français pour pouvoir valider un DAEU. Et enfin, le dernier critère est sur le projet de reprise d'études, qui soit vraiment très dessiné ou encore un peu flou. On va s'attacher notamment aussi à la partie est-ce que ce projet nous semble réaliste? Donc, on ne va pas avoir de critères discriminants sur l'âge, mais indirectement, c'est vrai que cette question du est-ce que la reprise d'études est réaliste, elle est quand même liée à l'âge, puisqu'on va nous aussi avoir tendance à plutôt écarter des profils de personnes ayant arrêté leurs études il y a 10 ans et souhaitant par exemple reprendre une licence de droit à la première année. Ça va nous sembler compliqué, là où une personne qui a eu une ou deux années d'arrêt dans ses études et qui souhaite reprendre dans le même domaine, ça nous semble un peu plus réaliste. Là, bon, ça va être vraiment au cas par cas. On essaye vraiment de ne pas regarder ni la nationalité, ni le genre, ni l'âge pour éviter de discriminer sur ces critères, mais évidemment, quand on va hésiter entre deux profils similaires, on va avoir plutôt tendance à privilégier des femmes et des profils un peu plus jeunes. Enfin, ce n'est pas un critère de sélection, mais il y a quand même une attention qui est donnée au lieu d'habitation du candidat, parce qu'il est vraiment très, très, très complexe de trouver un logement à Lyon. Et on sait d'avance que ça va être très compliqué si un candidat nous vient d'en dehors de Lyon pour pouvoir trouver quelque chose à Lyon, sachant que le Crous ne parvient pas à donner des logements étudiants à tous ses prioritaires plus, euh, ce qu'ils sont, bien sûr, pour les étudiants réfugiés, pour les étudiants demandeurs d'asile. À Lyon, en tout cas, pour l'instant, ils ne peuvent pas bénéficier de chambres du Crous, et donc c'est très complexe. Donc on a cette petite attention-là, sachant que ce n'est pas pour autant un critère de sélection. Merci Fabienne. À l'université de Lille, c'est assez similaire à ce que tu décris, Fabienne, à Lyon, en fait, sur les critères ou les attentions qui sont données sur tel ou tel profil. À Lille, on n'a pas de niveau de langue minimum, donc pour le coup, c'est pas du tout un critère. Par contre, on va parfois être vigilant. Quelqu'un qui indiquerait un niveau grand débutant en français et grand débutant en anglais, qui serait un peu éloigné des études, on va se dire, ouh là là, attention, peut-être que ce type de candidat, on va faire un peu plus attention. Mais du coup, voilà, la langue, c'est pas un critère. Au niveau des statuts, on va accepter dans nos DU passerelles et dans nos DUF toute personne qui a émis une demande d'asile à un moment donné, peu importe où elle en est. Donc, qu'elle soit terminée, qu'elle soit plus en cours de validité, qu'elle soit Dublin, qu'elle soit je sais pas quoi, voilà. On les accepte, c'est pas un critère. Enfin, je veux dire, voilà, il faut qu'il y ait une demande d'asile qui ait été déposée à un moment donné, mais ça n'empêche qu'on puisse aussi étudier au cas par cas des enfants de réfugiés, des parents de réfugiés, donc plutôt vie privée, vie familiale. Ou voilà, par exemple, on a une candidate russe qui n'a pas encore déposé de demande d'asile, mais qui, a priori, n'a pas vocation à retourner dans son pays tout de suite. Donc, ça, c'est le type de profil qu'on peut étudier au cas par cas. Ensuite, le niveau d'études, pareil, baccalauréat minimum, attestation sur l'honneur, évidemment, on accepte. Souhait de poursuite d'études envisageable à l'université de Lille, ça c'est quelque chose sur lequel on va être assez regardant. Quelqu'un qui voudrait faire de la comptabilité, bah, la comptabilité, c'est pas quelque chose qu'on propose à l'université, donc on va peut-être plutôt l'orienter vers des formations professionnalisantes ou le rencontrer pour voir si c'est pas plutôt de la gestion administrative qui l'intéresse. Voilà, ça c'est des choses au cas par cas, on va faire attention.
Euh, Au niveau de l'âge, on va donner la priorité aux moins de 35 ans. C'est pas un critère, mais il y a quand même une priorité aux moins de 35 ans. On sait d'expérience que c'est quand même plus facile d'accompagner ceux qui sont plus jeunes, notamment pour des raisons de suivi administratif et d'accès aux bourses et au logement tous. On va aussi donner la priorité aux jeunes femmes, même si en effet maintenant on a la parité dans nos cours de FLE, même si en FLE on a plus de femmes que d'hommes. Ensuite, en accès dérogatoire licence master, on a quand même toujours plus d'hommes que de femmes. Donc il y a encore un boulot à faire de ce côté-là. Et enfin, le lieu d'habitation, en effet, à la limite, ceux qui sont BPI, s'ils sont pas encore sur l'île, on peut encore se débrouiller. Par contre, ceux qui sont en demande d'asile, s'ils sont pas sur l'île, ils risquent de perdre leurs conditions matérielles d'accueil si on les fait venir jusqu'ici. On n'a pas un super contact avec l'OFI pour l'instant. Donc, on évite, quitte à leur indiquer de recandidater au semestre suivant si leur situation évolue. Je pense que j'ai fait le tour pour l'Université de Lille. Merci Louise. Donc, pour l'Université de Bourgogne, pour ce qui concerne les conditions statutaires, c'est à peu près similaire à ce qu'ont dit déjà les collègues, hein. C'est-à-dire, il y a pas de. À partir du moment où il y a une demande d'asile, quel que soit le stade d'avancement, il n'y a pas de, il y a pas de limitation. Euh, on prend aussi des conjoints, des enfants de réfugiés, etc. Euh, Peut-être un critère qu'on a ajouté plus récemment, c'est le critère de primo-arrivant. C'est-à-dire qu'on prend, a priori, il peut toujours y avoir une exception, mais on ne prend pas les personnes qui sont depuis plus de 5 ans sur le territoire. Alors qu'avant, ça nous était arrivé de prendre des personnes qui étaient là depuis plus longtemps, mais on s'est rendu compte que finalement, souvent, des personnes qui étaient là depuis longtemps et qui avaient encore besoin de prendre des cours de français au niveau où on les propose, ne progressait en fait pas énormément. Donc, et puis c'est un critère maintenant qui s'est ajouté avec la famille. Euh, En ce qui concerne le niveau d'études, alors là, on est un petit peu dans la position, je ne veux pas dire opposée à chez Clémentine, mais presque. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, on demande le niveau bac avec quelques exceptions, quelqu'un qui n'a pas pu terminer son bac, qu'on va inscrire en DAEU, donc il y en a chaque année un ou deux qui sont dans cette situation. Mais en revanche, de l'autre côté de la pyramide, on peut dire, des études, nous, on prend quasiment, enfin, on prend systématiquement, par exemple, les médecins. Euh, on, on sait qu'ils vont pas reprendre d'études chez nous, mais alors ça, c'est bon, peut-être une spécificité aussi du territoire. On sait que les médecins ont besoin d'un très bon niveau de français et on sait qu'ils n'auront aucune opportunité sur le territoire d'atteindre un niveau suffisant pour, ne serait-ce que pour se présenter au concours, puisqu'il faut le B2. Donc nous, on a toujours eu beaucoup de personnes très qualifiées. Même si on sait qu'au niveau de leur insertion, bon, pour les médecins, on sait comment ça se passe, pour les professions réglementées du droit, c'est c'est beaucoup moins clair et finalement plus difficile, parce qu'on a eu pas mal de bons résultats avec les médecins qui ont réussi les concours. Avec les avocats, pour l'instant, on n'a eu encore aucun résultat. Mais voilà, donc on n'hésite pas, nous, à prendre des personnes qui ont eu 10 ans d'expérience dans l'import-export dans leur pays, ou peu importe. Le projet, bah, bien sûr, le projet, c'est important. Donc, il y a celui qui est annoncé sur le dossier de candidature. Et puis, bah, on en reparlera après. Il y a un petit peu ce qu'on essaye d'éclaircir au moment des entretiens, tout en sachant que il y a quand même, il se passe énormément de choses entre le moment où la personne annonce son projet et puis le travail qui va être fait après, tout au cours de l'année ou des 2 années de DU, comment ce projet va évoluer. Mais bon. Euh, en ce qui concerne, en ce qui concerne la parité, bon, il se trouve que de toute façon, il y a plus de femmes depuis 2 ans dans nos DU, avec l'arrivée des femmes afghanes et des femmes ukrainiennes. Donc, on est
Et si, un dernier élément qu'on a dû rajouter cette année, bon, c'est aussi parce que face au grand nombre de candidatures, il faut essayer d'établir des critères. On ne prend plus des personnes, mais au-delà de 45 ans. On s'est fixé cette limite. Voilà. Et puis, donc, comme je l'ai dit, le critère géographique. Voilà. Merci à toutes pour ces réponses. Je le répète, n'hésitez pas, parmi les participants, s'il y a des questions, à les mettre dans le chat si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez les garder pour la deuxième heure. On va passer donc à la troisième question, qui est comment s'organise le recrutement, les procédures, l'équipe qui est mobilisée, etc. Clémentine, je te laisse commencer. Ok. Donc, comme je disais, depuis cette année, on travaille en coordination avec 11 programmes Île-de-France. Donc, coordination qui est rondement menée, je le redis, par l'équipe du MENS qui nous a fait un énorme travail. Donc, on a une première étape qui se passe par un formulaire de candidature en ligne. Ce formulaire de candidature en ligne, donc comme je commençais à l'évoquer tout à l'heure, il a fallu se mettre d'accord avec l'ensemble des DU sur ce qu'on y demandait pour que à la fois voilà, que ça corresponde aux besoins de chacun, tout en arrivant parfois à certains compromis, évidemment. Et donc, il y a un compromis important qui a été fait, c'est qu'à cette étape du formulaire, on ne demande aucune information sur le statut administratif de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'étape du formulaire si cette personne est en demande d'asile, réfugié, BPI ou sur un autre type de statut, puisque ça permettait de respecter le fait que peut-être certains des programmes demanderaient cette info par la suite parce que ça fait partie de leurs critères ou que d'autres ne le feraient pas. Et c'est notre cas à Sorbonne Université, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment on demande cette info jusqu'à l'admission complète de la personne. Et voilà, on accepte toute personne donc, qui est en situation d'exil au sens de l'interruption forcée des études à cause du déplacement forcé et donc du projet de vie qui s'est délocalisé de manière forcée. Donc, on ne regarde pas le statut. Alors, il se trouve que nos critères d'admission au niveau B1 font tout de même qu'on a des personnes qui sont là depuis, en général, 2, 3 ans, qui ne sont pas là depuis 2 mois. C'est assez rare que les personnes aient un niveau B1 en étant récemment arrivées. Ça peut arriver. Et donc, de fait, mécaniquement, on a tout de même un public avec une forte représentation de personnes qui ont déjà un statut BPI. Et donc, on est toujours à un taux à peu près stable de 70% de personnes qui sont BPI, mécaniquement à cause des critères souvent de niveau de français de recrutement. Donc, c'est vrai que ça, c'est une particularité. Et donc, on regarde pas et on est en général à 70% de BPI et derrière à 15% de demandeurs d'asile, je dirais, et à 15 autres pourcents d'autres situations variées, vie privée, vie familiale, personnes sans papier, etc. Donc, dans ce formulaire, on demande des infos assez classiques, infos personnelles, ce qui permet effectivement, comme d'autres l'ont dit, d'avoir une petite vigilance quand les personnes sont ailleurs qu'en Île-de-France. Mais nous, c'est pas non plus un critère ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un critère un peu de vigilance et d'alerte au candidat lui-même, quoi. On lui signalera que ça va être difficile de trouver un logement et que on accompagne ces situations. Donc, des infos personnelles, un niveau de FLE déclaratif qui nous permet ensuite, au sein de la coordination, d'avoir une répartition des lots de candidatures en fonction des niveaux déclaratifs. Un projet personnel aussi déclaratif qui permet là aussi de faire une répartition entre les établissements en fonction du projet et donc de la poursuite d'études potentielles. Je vais reprendre les notes pour rien oublier. Et on demande également, donc dans ce formulaire, c'est à peu près tout. Je précise qu'on leur demande aussi de faire un choix parmi la liste d'établissements qui participent à la coordination, ce qui fait qu'ils peuvent faire un choix d'établissement normalement cohérent avec leur projet, ce qui n'est parfois pas le cas. Donc, l'équipe qui gère la coordination est amenée à faire des réattributions. Donc, avec ce formulaire, à l'arrivée, il y a des lots de candidatures qui sont attribués à chaque établissement, ce qui permet qu'ensuite, à partir du lot qui nous est attribué, là, on peut mettre en place notre procédure interne. Je passe des détails de la coordination, hein, Camille, Louise, vous m'excuserez, mais bon, évidemment, là-dedans, il y a parfois des incohérences de candidatures, des candidats des candidatures jugées irrecevables parce qu'en fait, ce sont des candidats qui n'ont pas le bac,
Voilà, on a une petite question pour vérifier ça. Ou c'est des candidatures surqualifiées en termes de niveau de FLE, c'est-à-dire par exemple qu'on déjà niveau C1 ou C2 et donc qui n'est pas une formation qui est proposée dans notre coordination. Donc voilà, donc tout ça c'est géré, mais je vous simplifie ça. On récupère un lot et ce lot du coup de candidatures à Sorbonne Université, on commence par leur proposer un test de FLE en ligne qui est le test Evalang. Donc, il se trouve donc, que notre stratégie, c'est d'envoyer ce test Evalang à tout le lot de candidatures qu'on reçoit. Alors ça nous est permis parce que on a en fait un accord d'établissement avec France Éducation Internationale qui fait qu'on paye les tests Evalang un petit peu moins cher que le prix de base qui est normalement de 5 € le test. Donc là, on les paye, on a un prix établissement moins cher et ce qui fait qu'on décide de faire cet investissement en temps qui fait qu'on préfère leur envoyer à tous et du coup avoir le résultat pour tous pour avoir ce pré-critère de vérification du niveau de français. Alors bien sûr, ça a tous les défauts d'un test en ligne, on pourra en discuter, mais il se trouve que c'est quand même assez fiable et les étudiants trichent assez peu. Voilà, globalement, ils le font bien eux-mêmes et correctement. Mais ça a des défauts du test en ligne dont on pourra discuter. En tout cas, ça nous permet d'avoir une préévaluation de leur niveau de français et donc parmi le lot de candidatures qui est déjà avec un effectif beaucoup trop élevé par rapport à notre nombre de places, de commencer à faire une liste principale et une liste complémentaire. Et du coup, sur la liste principale retenue, on recoupe avec les infos du formulaire, hein, c'est-à-dire que bien sûr, on utilise les critères dont je parlais tout à l'heure, du projet d'études, etc. Et donc, on fait un recoupement entre le niveau de FLE évalué par Evalang, les infos du formulaire pour avoir une liste principale. Cette liste principale, on va la convoquer du coup à une troisième étape en présentiel où là, on va pouvoir vérifier ce qu'on ne peut pas vérifier des niveaux de FLE avec un texte en ligne, c'est-à-dire l'expression écrite, enfin en tout cas, vraiment le vérifier correctement, l'expression écrite et l'expression orale avec un entretien. Et comme je disais, cet entretien, il permet aussi un peu de rediscuter sur la situation personnelle de la personne, mais on essaye vraiment de ne pas utiliser des critères qu'on pourrait qualifier de motivation. Ce n'est pas ce qui nous intéresse là. Voilà, je pense ne rien oublier. Je reprends le petit tableau. Aussi, dernière chose, à toutes ces étapes, on ne demande aucune preuve matérielle pour l'instant du bac ou des papiers de la personne. Enfin, vous l'avez compris pour le truc administratif. Donc, dans la partie coordination, vraiment, on ne gère aucune preuve. C'est tout du déclaratif. Et c'est après, dans la partie établissement, que sont gérées les demandes éventuelles de preuves selon ce que chaque programme veut demander. Et donc, effectivement, nous, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on vérifie les preuves de bac. Et comme ça a déjà été évoqué tout à l'heure, ça peut nous arriver qu'avoir des candidats ou candidates qui n'ont pas leurs preuves et qui vont devoir faire appel à des processus soit d'évaluation de leur qualification, que ce soit avec le QPR, donc proposé pour les personnes réfugiées ou demandeuses d'asile, ou des processus de VAPP qui peuvent être proposés par les établissements ou de VAE, enfin selon les situations. Donc ça, on n'exclut pas du moment qu'on a ce qui nous semble être des preuves déclaratives suffisantes voilà, du niveau bac de la personne. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, on en a toujours que assez peu sur une promo complète en fait. Souvent, c'est 1 ou 2 cas comme ça et le reste ont bien des preuves de diplôme, de bac ou du supérieur, puisque ça peut être des personnes qui ont des diplômes du supérieur, évidemment. Voilà. Moi, Clémentine, j'ai levé la main. Je ne sais pas si on peut intervenir maintenant, Camille, ou pas. Alors, non, on va plutôt garder les interventions pour la deuxième heure, ouais. Je me tais. Mais, Je repose ma petite main. Tu désolée. notes Sylvie, ça va tout à l'heure. Merci. Alors, Oui, vas-y, ouais, Fabien. pour Lyon 3, le recrutement, il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la candidature. Depuis 2 ans, elle se fait via la plateforme e-candidat, euh, qui apporte à la fois l'avantage dans la gestion des candidatures de simplifier un peu tout ça et l'inconvénient d'être très compliqué à remplir pour certains candidats. Donc la gestion de cette étape-là, ça va être moi qui l'a fait en tant que coordinatrice administrative des programmes.
et je rencontre au moins une bonne moitié des candidats pour faire avec eux la candidature sur e-candidat. Donc c'est un gros travail, ça demande beaucoup de temps. Voilà, moi je suis à temps plein là-dessus et c'est nécessaire. Avec en plus une aide, Soumaya Harik, qui est apprentie voilà, depuis 2 ans avec nous, qui m'aide beaucoup sur cette étape-là. La deuxième étape, donc là, on va écarter les dossiers qui sont incomplets, mais vraiment incomplets après 2, 3 relances par mail, tentatives d'appel. Donc, on va vraiment essayer de donner une chance à tous les candidats de pouvoir bien finaliser leur dossier. S'il manque quelques documents, on valide quand même. On va être le plus flexible possible parce qu'on connaît bien la complexité de ces procédures de candidature et voilà, on reste assez large quand même. Deuxième étape, ça va être un test. Alors nous, on a fait le choix de faire un test en présentiel. Là aussi, c'est une grosse organisation pour faire venir nos 300 candidats en amphi pour faire passer un test. On fait passer le même test à tous nos candidats avec des questions de plus en plus complexes. C'est un QCM, hein, donc avec aussi ses failles. Et le score obtenu à ces tests va nous permettre à nous d'identifier plus ou moins nos 3 groupes en fonction du score. On a plusieurs dates de test pour répartir tous nos candidats. Malheureusement, si certains candidats ne peuvent pas venir à la dernière date, eh bien là, c'est élimination d'office. On ne peut pas refaire de manière indéterminée des tests. Donc, il y a aussi cet inconvénient-là. Ceux qui tombent malades, leur train, même si ce n'est pas leur faute, s'ils ne peuvent pas passer le test, eh bien, ça sera tant pis pour eux cette année. C'est l'inconvénient. Là, donc cette étape-là, c'est une enseignante de FLE qui s'en occupe. Et enfin, la troisième étape, celle pour laquelle on a pour l'instant le plus de mal à réaliser à Lyon 3, c'est l'étape des entretiens. Notre grosse difficulté, c'est que comme on n'a pas de centre de langue à Lyon 3, on a, qui interviennent dans les DU passerelles, énormément d'enseignants vacataires. Et là, c'est très compliqué de trouver un moyen de les faire venir pour participer à des entretiens. On ne peut pour l'instant pas, on n'a pas les moyens de mener des entretiens avec nos 300 candidats. Donc, on essaye de former nos 3 groupes uniquement sur le score obtenu au test et ce qu'ils ont pu dire d'eux dans le formulaire de candidature en DU passerelle. Et ensuite, on ne voit en entretien que les personnes pour lesquelles on n'est pas encore bien sûr et pour prendre une décision finale. Il y a beaucoup de failles dans cette organisation-là et vraiment, notre objectif, c'est plutôt de faire comme Clémentine le disait, ou Claire avant, pardon, c'est de voir ceux qui sont plutôt sur la liste principale pour s'assurer qu'on a fait le bon choix et pouvoir constituer une liste d'attente. Mais c'est vrai qu'on est encore en train de progresser sur cette dernière étape des entretiens. Merci Fabienne. À l'Université de Lille, on a un dossier de candidature papier qui est disponible en version papier au bureau ou en ligne sur le site de l'université. Les candidats peuvent le compléter, soit nous le renvoyer directement par mail, soit nous le déposer au bureau. Ça permet, comme tu le disais Fabienne, de les rencontrer, de les accompagner. On met en place des ateliers CV, lettres de motivation. On les accompagne en fait à compléter ce dossier-là pour s'assurer que tout est bien compris. Pour ça, on est entouré plutôt de volontaires en service civique ou d'étudiants en contrat étudiant qui parlent plusieurs langues. Ça peut être parfois très utile pour les accompagner dans la réalisation de ces dossiers. On ne souhaite pas passer à du tout numérique parce qu'on sait bien la difficulté qu'ont certains de ces candidats à avoir accès ou à comprendre comment ça fonctionne le tout numérique. Donc pour l'instant, ça nous convient bien. On a un tableau Excel à la fin et ça fonctionne pas trop mal.
Ces candidatures, elles sont ensuite étudiées en pré-commission, donc c'est restreint. On est donc moi la chef de projet sur ces dispositifs, la chargée de mission politique. Et là, on va vraiment balayer assez rapidement et écarter les profils que moi j'aurais repérés lors des entretiens ou que les volontaires m'auraient indiqué comme étant vraiment professionnels, euh, n'habitant pas du tout ici ou enfin voilà, des profils pour lesquels on sait que ça ne va pas aller. Ou qui n'ont pas le titre requis, qui n'ont jamais déposé de demande d'asile, ou voilà, par rapport aux critères qu'on a cités précédemment. Ensuite, ces dossiers sont étudiés en commission. Donc, on a monté une commission étudiant en exil qui a été validée par les instances depuis 2018. Dans cette commission, il y a des voix délibératives euh, qui peuvent voter et des voix consultatives. On a l'AVP vie étudiante, on a l'AVP relations internationales, le VP étudiant, etc. On a les référents étudiants en exil au sein des composantes, donc on a un représentant de chaque composante de l'université qui est présent, des personnes du service d'orientation, le SUIO, ou du service d'aide à l'insertion professionnelle, le BAIP, et qui siègent, on a une assistante sociale normalement. Voilà, on essaie vraiment de représenter au mieux l'ensemble de l'université, et comme ça chacun avec ses compétences, peut donner un avis sur le dossier. Et c'est là où c'est assez particulier, c'est que finalement, on fait le recrutement uniquement sur les dossiers papier. Alors même si moi j'en ai vu quelques-uns, ça reste une ligne dans un tableau avec beaucoup d'informations, une section commentaires où on essaie de donner le plus de ce qu'on a pu retenir de la fois où on a croisé l'étudiant, si on l'a croisé, ou de ce qui ressort de sa lettre de motivation. Et du coup, c'est là où on va vraiment essayer de comprendre, un peu comprendre qui est le futur étudiant, quel est son projet, et c'est là où on va voir si le projet est envisageable ou pas à l'Université de Lille. Donc ça, voilà, c'est la commission qui prend ces décisions-là. Et ensuite, on s'arrête là, en fait. Uniquement comme ça, on fait une liste principale avec le nombre de places qu'on sait avoir à ce moment-là et une liste complémentaire en sachant qu'il y a forcément des désistements ou alors des étudiants qui sont déjà inscrits en FLE qui finalement vont arrêter faire autre chose. Euh, et là où on se tire un peu les cheveux, c'est plutôt le classement de la liste complémentaire parce que du coup, il faut bien qu'on les mette dans un certain ordre. Qui est-ce qu'on va repêcher en premier par rapport à celui qu'on va repêcher en 10e? Et hier, parce que du coup, nous, la commission, c'était hier, on s'est dit qu'on allait faire un groupe de travail sur le sujet, voir si on n'allait pas réfléchir un peu à un genre de système de points ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est compliqué, hein, le suivi du recrutement des étudiants et des critères. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, une fois que la commission a eu lieu, les étudiants sur liste principale, on les convoque à un test de français. Le test de français va définir le niveau dans lequel ils vont être inscrits directement dans le DU. Celui qui est absent au test, à moins qu'il ait une très bonne raison, par contre, on l'écartera de la liste et hop, on piochera quelqu'un sur la liste complémentaire. Voilà. Merci Louise. Alors, pour ce qui nous concerne, on a aussi une candidature en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est le dossier. Donc, on n'a pas de plateforme. Donc, c'est dossiers qu'on trouve sur le site de l'UB et qu'on peut remplir et nous envoyer par mail ou dossier papier qu'on peut venir chercher là aussi au bureau, puisque nous, on a un bureau où on est là aux heures de bureau toute la semaine. Dans ce dossier, bon, on demande les informations d'état civil, on demande le niveau d'études, quelles études ont été faites, dans quel secteur, dans quelle université. On a simplement une ligne, mais vraiment, c'est rien du tout, où on demande à la personne qu'est-ce qu'elle envisage comme poursuite d'études. On ne demande pas de lettre de motivation. Euh, donc, sur, nous, on gère entièrement les candidatures au niveau de l'équipe, hein. Il y a rien du tout au niveau institutionnel de l'université. L'avantage, bon, par rapport à Fabienne, c'est que maintenant, on a quand même 4 enseignants contractuels qui sont à temps plein, plus notre chargé d'insertion. Donc, on est quand même une équipe de 6 personnes qui pouvons
qui pouvons traiter ces candidatures. Donc la première sélection, elle va s'opérer sur ces dossiers. Donc, comme je l'ai dit, il y a des critères géographiques, il y a des critères de niveau d'études. Donc, quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'études, a priori, on ne va pas retenir le dossier. Donc, en gros, sur 150 dossiers, il y a peut-être environ une centaine de personnes qui vont être retenues. Donc, la deuxième phase, c'est qu'on organise donc un test en présentiel. Donc, on fait venir notre centaine de candidats en amphi. Donc là, le test, il est préparé par les enseignants. Donc, c'est un test progressif pour essayer d'avoir la vision la plus juste possible de comment on pourra placer ensuite les étudiants. J'ai oublié de dire tout à l'heure, excusez-moi, que nous, on ne peut pas prendre de débutants, on n'a pas de groupe débutant. Donc, on prend au niveau A1 acquis, A2 en cours d'acquisition, et on va jusqu'à B2. Donc, ce test, c'est un test de compréhension écrite, compréhension orale et expression écrite. Donc, bon, ça va des questions les plus simples jusqu'à la rédaction d'un texte argumenté, et puis chacun va jusqu'où il peut. Donc, ce test, il est ensuite corrigé illico presto par l'équipe. On se réunit et puis on corrige ça tous ensemble. En général, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout le niveau minimum nécessaire. Donc, on ne retiendra pas sur ce test. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des personnes qui ont un niveau trop élevé, mais ça, c'est vraiment exceptionnel à la marge. On arrive à peu près à une liste peut-être de 75 personnes ou 80 personnes. Je pense que c'est à peu près ça cette année, je pense. Et ensuite, donc, on passe à la phase d'entretien. Donc, nous, on invite tous les candidats à un entretien. Donc, comme je le disais, comme on a une équipe quand même permanente, on fait les entretiens à 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire, moi, j'essaye de participer à tous les entretiens pour avoir la vision un petit peu de tout le monde. Et il y a au moins un enseignant et Véronique, donc la chargée d'insertion, dans la mesure du possible. Donc là, l'entretien, pour nous, c'est une phase vraiment très, très importante. On essaye vraiment d'aborder avec la personne l'ensemble de sa situation. Euh, donc, bien sûr, son expérience d'études, son expérience professionnelle, mais on va quand même aussi assez loin sur les conditions de vie de la personne. Euh, on est, J'ose le dire, c'est un petit peu intrusif, mais bon, on essaye de le faire avec tact. Mais on essaye par exemple de savoir si c'est une mère de famille qui a 4 enfants, quelles sont ses solutions de garde d'enfants, où elle habite, est-ce que les enfants vont à la cantine, est-ce qu'elle envisage de les mettre. Enfin, on fait vraiment, on essaye vraiment de dresser un état des lieux et de s'assurer en fait que la personne va réellement s'engager dans un DU en sachant comment ça va se passer. On explique aussi beaucoup pendant cet entretien quelles vont être nos exigences et de quoi il faut bien se rendre compte pour s'engager et avoir des chances de réussir. Donc l'entretien, c'est vraiment un moment important. Et donc, c'est la troisième phase en fait de sélection. C'est-à-dire que c'est un entretien qui va aussi, à la suite duquel on va aussi ne pas retenir certains dossiers. Et bon, alors bien sûr, il y a toujours des choix un petit peu difficiles. On essaye donc de retenir le nombre de dossiers qui correspondent au nombre de places qui vont être libres. Et on fait toujours aussi une liste d'attente pour, parce qu'on sait qu'il y aura forcément des personnes qui ne viendront pas, des désistements, etc. Enfin voilà, donc c'est géré en fait entièrement par notre équipe et ça, ça dure environ du 15 mai jusqu'à fin juin. Enfin, 15 mai, c'est la date limite de réception des dossiers, jusqu'à environ 15 juin. Voilà. Merci beaucoup, Claire. On va passer à la dernière question et on a pris un peu de retard. Du coup, on va peut-être être un tout petit peu plus succinct pour laisser de la place aux discussions. Mais je pense que de toute façon, la dernière question est peut-être un peu moins, demande un peu moins de temps.
C'était comment est-ce que vous gérez les candidats que vous ne pouvez pas accepter ou que vous avez refusés. Est-ce que vous avez des procédures? Est-ce que vous leur proposez quelque chose d'autre? Ok, alors pour la coordination Île-de-France, effectivement, la gestion des candidats refusés, elle est collective en partie. Donc, c'est-à-dire que quand un établissement, à partir du lot de candidatures qu'il a reçu, va refuser des candidats, il doit remonter cette liste de refus à la coordination, qui va ensuite remettre ses étudiants dans la liste d'attente générale, on va dire. Et cette liste d'attente générale, elle va potentiellement permettre à d'autres établissements de remplir des places qui seraient disponibles ou de rappeler donc voilà, sur la liste d'attente. Bon, cette liste d'attente, elle est commune, elle est quand même conséquente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même difficile d'avoir une stratégie pour repiocher sur cette liste d'attente. Tout de même, ce qui est utile, c'est que souvent, les candidatures qu'on refuse et qu'on remonte, pour une bonne partie d'entre elles, ont été testées sur un niveau de français. C'est notre cas, par exemple, on leur a tous fait passer un test EVALANG, ce qui fait que ça peut donner un indicateur supplémentaire aux autres établissements qui auraient besoin de piocher dans la liste d'attente. Et donc, on gagne potentiellement un peu de temps là-dessus, effectivement, à avoir mis en commun nos candidatures. C'était d'ailleurs un peu tout l'objectif de cette coordination, d'essayer de limiter les doublons d'étapes de travail et aussi que pour les étudiants, ça leur donne plus de chances d'être potentiellement repiochés s'ils n'avaient pas été pris sur un établissement. Donc voilà, ça c'est le travail en commun. Donc ce qui fait qu'effectivement, on peut rappeler des candidats initialement refusés sur liste d'attente. Et ça, c'est effectivement ce qui nous arrive tout de même assez souvent à l'approche ou autour de la rentrée quand il y a des désistements, des absents, etc. Et donc on essaye de rappeler pour remplir au maximum nos places. Mais comme le disait, je crois, Fabienne tout à l'heure, évidemment, il y a un moment où on a quand même une limite organisationnelle, c'est-à-dire que une fois que la rentrée est trop entamée, on ne se permet plus de rappeler en liste d'attente parce que ce serait difficile d'intégrer, mais c'est aussi une question de bras et d'énergie à déployer pour rattraper le temps raté par l'étudiante. Donc là aussi, c'est pas tout à fait satisfaisant. On pourrait se dire qu'on pourrait réussir à intégrer au fil de l'eau au maximum, mais c'est plus une question d'organisation. Donc ensuite, reste qu'est-ce qu'on fait pour les candidats qui sont totalement refusés, en fait, et qui ne sont jamais rappelés sur liste d'attente? Très honnêtement, nous, à l'échelle de Sorbonne Université, on ne fait que leur signifier leur refus et ensuite potentiellement répondre à leurs questions individuelles si elles se présentent. Ça peut arriver qu'ils nous demandent, qu'ils nous posent des questions et nous demandent des conseils et qu'on essaye d'y répondre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'accompagnement individuel de ces situations, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de les accompagner sur une solution pour qu'ils trouvent un débouché. Je sais que dans la coordination, donc l'école des ponts a un dispositif d'accompagnement des candidatures refusées grâce à toute une équipe qui implique notamment des alumni de leur école, donc une association des alumni, etc. Ils essayent de rappeler toutes les candidatures qui sont refusées à leur niveau pour avoir une discussion avec la personne et essayer de l'orienter un petit peu, de ne pas laisser ce refus complètement sec d'accompagnement, mais ça demande pas mal de force de travail de faire ça. Et nous, on n'est pas en capacité de le faire vu le nombre de candidatures, mais c'est un petit peu frustrant de ne pas faire plus pour elles et eux, bien sûr. Voilà. Merci Clémentine. Alors, pour Lyon 3, donc on a, nous aussi, pour les candidats refusés, une liste d'attente avec maximum 1 à 2 semaines après le début des cours où on peut se permettre de rappeler les candidats sur liste d'attente. Pour nos candidats refusés, on a un mail type donc, dans lequel on les informe qu'on refuse leur candidature et on va leur proposer d'autres options possibles du type, par exemple, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une plateforme qui recense toutes les associations qui proposent des cours de français. Donc on va déjà mettre une liste de liens sur lesquels ils peuvent peut-être trouver une alternative qui va leur correspondre. Et puis, je conserve toutes leurs adresses mail qui devient donc une liste de diffusion sur laquelle je vais transférer
les mails de nos partenaires et notamment tout ce qui va concerner des formations avec des cours de français. Ça fonctionne pas mal. J'ai beaucoup de retours de partenaires qui sont vraiment très heureux parce que ce sont des candidats qu'on n'a pas pu prendre en DU Passerelle qui ont rejoint leur formation. Donc ça fonctionne bien. Bien sûr, les étudiants, les candidats peuvent se désinscrire de cette liste à tout moment. Merci Fabienne. À Lille, on essaie de faire une réponse adaptée à chacun des candidats, un peu par grande thématique, ceux qu'on pourrait réorienter vers des structures qui accueillent les BPI plutôt pro, mais avec quand même du français, ceux plutôt vers les assos locales qui font quand même des cours de français, ceux qui sont en dehors de la métropole, on renvoie le réseau MENS avec les universités qui sont plus près de chez eux. Enfin, voilà, on essaie d'avoir un truc adapté à chaque fois. Pour certains d'entre eux, on réoriente vers le DAE ou vers le certificat universitaire positionnement et orientation si le niveau de français est suffisant. Et pour les profils qui restaient intéressants mais qu'on ne peut pas prendre faute de place, on leur propose de revenir nous voir en bureau d'accueil ou de passer au CIO à Lille pour quand même essayer de travailler un peu sur le projet de reprise d'études. Voilà. Merci Louise. Alors pour ce qui nous concerne, on n'a pas de réponse adaptée, surtout lors de la première phase. Les personnes qui sont refusées sur dossier, c'est vrai qu'on a un mail type, en gros, on leur souhaite bonne chance, quoi. C'est pas très gentil. Non, mais je veux dire, on va pas, on n'apporte pas beaucoup plus d'informations. Euh, bon, si on est sollicité, si les personnes viennent nous voir, bien entendu, on leur répond. Euh, Là où on est un peu plus proactif, c'est lors des entretiens. C'est vrai que c'est lors des entretiens, soit pour une raison de niveau de français trop faible ou d'éloignement, de choses comme ça, on voit que ça va être compliqué. On s'en explique bien sûr avec le candidat. De toute façon, quand ce sont des raisons de conditions matérielles, lors de l'entretien, il est plus question de l'expliquer au candidat et de bien lui présenter les choses telles qu'elles risquent d'être, c'est-à-dire compliquées, et non pas d'apposer, nous, un refus. Et donc voilà, lors de l'entretien, on va pouvoir effectivement suggérer de rejoindre tel ou tel organisme de formation, de se renseigner à tel endroit. Bon, comme sur Dijon, c'est assez petit et assez limité, il y a pas beaucoup de possibilités. Entre deux, trois associations et puis deux dispositifs linguistiques, c'est tout ce qui existe. Donc, c'est assez vite balayé. Voilà. Donc, en revanche, nous, on prend quand même quelques personnes au fil de l'eau. C'est-à-dire, en général, si on a des places qui se sont libérées, on reprend des personnes après les vacances de Toussaint. Et puis là, par exemple, on vient de reprendre 5 personnes là, au mois de janvier parce qu'on avait des places disponibles. Donc, voilà. Donc, on va reprendre les candidats qui étaient restés sur liste d'attente. Voilà. Eh bien, merci à toutes d'avoir répondu à ces questions. On peut donc passer au temps d'échange. Donc, soit si vous avez des questions pour les intervenantes de précision sur ce qu'elles ont présenté, soit si vous avez de nouvelles questions qu'on n'a pas forcément abordées aujourd'hui sur la gestion des candidatures. Oui, Sylvie, je ne t'ai pas oublié, je vais te laisser la parole. On ne t'entend pas, Sylvie, ton micro est coupé. Désolée. Oui, effectivement, moi, c'est par rapport à la question de la motivation dans la façon dont Clémentine, tu l'abordes en disant apparemment, c'est pas un critère que tu prends en compte. Et ça, j'aimerais bien que tu développes un peu pourquoi, parce que moi, au contraire, j'ai vraiment envie de les entendre là-dessus, de voir si le projet, enfin, s'ils vont être impliqués ou pas. Donc, j'aimerais bien que tu m'expliques ta position. Je ne comprends pas trop. Merci. Ouais, ça a été enfin, dès la naissance nous du DU, ça a été une discussion importante en fait. Enfin, en fait, je pense que c'est simplement une question d'interculturalité et qui est pas. Enfin, déjà, c'est pas simplement. C'est
en partie une question d'interculturalité, du coup, qui n'est pas simple à aborder, c'est-à-dire que percevoir et évaluer la motivation de quelqu'un d'une culture différente, enfin, je pense que j'apprends rien à personne là, autour de ce Zoom, bah, c'est pas quelque chose d'évident en fait, hein, la façon dont on peut le qualifier, le percevoir, définir ce que c'est que la motivation, etc. Que ce que c'est que la motivation et le projet, c'est quelque chose qui évolue en fonction de la situation individuelle, matérielle, administrative, etc. Et donc, on a trouvé en fait que ce critère était quand même voilà, difficile à utiliser et un peu discriminant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on allait sélectionner toujours le même type de personnes, un peu dans le même type de situation. Bon, je suis un peu caricaturale quand je dis ça, hein, et qu'on a voulu être vigilant pour éviter ça. Et donc, on essaye bien sûr, on leur a demandé, on leur demande d'avoir un projet de reprise d'études de l'enseignement supérieur. Donc, de fait, il y a quand même une certaine forme hein, de projet et de motivation à ça. Mais on essaye de ne pas discuter outre mesure cet aspect-là et de l'évaluer, je dirais, de manière classique, académique, comme on le ferait avec des étudiants insérés dans le système français, quoi. Voilà. Mais j'imagine bien, Sylvie, que tu ne le fais pas comme avec des étudiants insérés dans le système français, mais c'est pour dire Non, qu'en tout cas, on a mis une vigilance accrue là-dessus de pas, voilà, d'essayer de pas être biaisé là-dessus et donc de vraiment rester sur nos critères, quand on est à l'entretien, de rester sur nos critères d'évaluation de la langue française, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec la personne, on ne lui repose pas une question sur son projet. En fait, très honnêtement, la seule question qu'on pose hein, pendant l'entretien, on pose une question sur le projet, mais c'est surtout pour être sûr, parce que nous, on a deux sous-groupes, un groupe plutôt qui se destine vers les sciences et un groupe qui se destine plutôt vers les lettres et les sciences humaines, 20 et 20. Et donc, on vérifie juste qu'on ne s'est pas trompé dans l'étiquetage de leur projet, parce que parfois, il peut y avoir un peu de confusion. Donc, ça nous sert surtout à ça, mais pas, voilà, pas outre mesure à la motivation. Voilà, non, mais j'espère que je suis c'est claire. très intéressant parce que moi, Ouais. j'essaie de voir si motivation il y a et je me rends Mm. compte que des gens sur qui j'avais une idée, finalement, se révèlent pas motivés du tout. Ouais, voilà, Donc je pense que je me ça vient du plante même type de souvent. constat, tu vois. Voilà. On croit avoir du nez, se dire: «Ah lui ou elle, ça va être un super élément». Puis finalement, c'est d'autres qu'on avait pris en hésitant qui se révèlent, bien dans le groupe, enfin moteurs, et très, très impliqués. Donc cette question m'intéresse effectivement beaucoup. Merci Clémentine, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là, de la motivation? Enfin, je pense que c'est assez large. On se pose la question pour le DU Pascal, mais je pense qu'on peut se poser la question pour toute formation finalement de qu'est-ce que c'est la motivation? Quels sont les critères en fait? Enfin, est-ce qu'on a une grille d'évaluation de la motivation? Je pense que c'est très difficile à établir. Il y a pour moi une différence entre motivation et disponibilité et s'assurer que la formation va correspondre finalement à la personne et à ce que recherche la personne. Donc, est-ce que ça, on le considère comme de la motivation? Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte et effectivement, moi, je suis plutôt de l'avis de Clémentine. Enfin, j'ai plutôt pratiqué ça comme ça aussi quand j'ai pu faire des positionnements quand j'étais prof de FLE, en et quand j'ai accompagné aussi des personnes, dans leur insertion professionnelle, c'est-à-dire que j'avais des personnes, moi, en entretien, je savais très bien, que trouver un emploi, ça c'était très important pour eux. Mais quand j'essayais de les préparer à des entretiens d'embauche, exprimer leur motivation et justifier leur motivation, parce que je savais que ça allait être posé en entretien d'embauche, c'était, très compliqué. Et du coup, j'ai bien vu qu'effectivement, c'était déjà très interculturel, et en plus, heu, très difficile à évaluer finalement la motivation étant donné qu'on n'a pas de critères. Je Heu, peux juste rebondir, Camille, pour donner un exemple. En effet, nous, on va vraiment se baser sur le type de projet, de poursuite d'études qui est envisagé par le candidat ou la candidate. Et pour donner un exemple de motivation, quelqu'un qui décrit vouloir apprendre le français pour pouvoir communiquer avec ses enfants qui eux-mêmes parlent français maintenant, il est ultra motivé, mais en fait, ce qu'on va lui proposer va pas forcément correspondre à ce qu'il attend finalement. Donc, il a beau être super motivé, finalement, ça va pas être ce qu'il lui faut. Donc, voilà, c'est pour donner un exemple sur la motivation. Et il y a juste aussi un petit point sur la forme qu'on va demander pour justifier cette motivation.
Jusqu'à présent, nous, on demandait une lettre de motivation. Et en fait, c'est très inégal la manière dont c'est compris et maîtrisé le fait de rédiger une lettre de motivation. Nous, on va attendre certaines choses dans cette lettre que tous ne vont pas savoir mettre en avant, mettre en valeur. Du coup, on a décidé d'arrêter la lettre de motivation et plutôt de poser directement quelques questions très précises sur les quelques points d'information qu'on aimerait avoir. Effectivement, je pense que la lettre de motivation, c'est un excellent élément à discuter aussi, euh, qui est, alors là, quand on parle d'interculturalité, on est sur le plus de l'interculturalité sur la lettre de motivation, qui est un exercice très complexe, même pour nous. Enfin, moi, personnellement, je déteste les lettres de motivation. J'estime ne pas réussir à les faire correctement. Donc, pour des personnes qui ne sont pas francophones et qui ne sont pas françaises, en fait, parce que là, il faut des codes aussi culturels français de savoir ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend de nous dans une lettre de motivation. C'est vrai que c'est un sujet intéressant à savoir. Qui ici demande des lettres de motivation ou plutôt des textes ou des questions? Je sais que dans la coordination du coup des candidatures en Île-de-France, nous on a choisi de poser des questions qui sont quel est votre projet de reprise d'études et quel est l'emploi que vous aimeriez viser euh, après vos études pour avoir un petit peu non seulement une idée de leur niveau rédactionnel, pour les niveaux, B1, B2, notamment, mais aussi une idée de leur projet. Mais en tout cas, il y a pas de en première étape, il n'y a pas de demande de lettre de motivation. Mélanie, je vois en chat que tu dis à Dauphine, vous demandez une lettre de motivation. Je sais pas si tu veux prendre la parole pour en parler. Je n'oublie pas Claire qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est sur le même sujet ou sur un autre. Voilà. Donc, je voulais juste rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là et puis après, on pourra enchaîner sur un autre sujet, mais je vous ai vu, je ne vous oublie pas. Bah, moi, ça va aller vite parce que en fait, je sais pas trop expliquer pourquoi il y a des lettres de motivation qui sont demandées. À part, en gros, ça a toujours été comme ça et ça n'a pas changé. Je, là, pour le coup, c'était une mise en place antérieure à ce que j'arrive et je sais pas exactement ce qui motive encore à demander CV et lettre de motivation. Donc, comme dans un recrutement, en fait, pour un boulot, hein. Donc voilà. Et enfin voilà. En fait, le sujet, j'ai jamais posé question à Dauphine et en vous entendant, je pense que ça vaut le coup que je la pose plus tard. Il y a d'autres prises de parole sur ce sujet? Donc, quand on voit, personnellement, moi, je suis vraiment hostile à la lettre de motivation. Je pense que c'est très, très discriminant. Le CV, je veux dire, pour accompagner après, pendant toute la durée du DU, des étudiants à rédiger des CV, des lettres de motivation, parce qu'ils ne peuvent pas y échapper pour la suite de leur parcours, on se rend compte de l'énorme difficulté que ça représente, euh, ne serait-ce que pour leur faire verbaliser ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, ce qu'ils ont pu faire au cours de leurs études ou de leur emploi. Donc, bon, c'est vraiment pas un élément, à mon avis, qui a une quelconque pertinence dans ce cas-là. Donc, je suis pour abandonner, pour ceux qui le font encore, la lettre de motivation. Je me permets de lire les commentaires. Pourquoi? Parce que sur l'enregistrement, en fait, on n'a pas le chat. Du coup, je vais lire les commentaires à haute voix. Donc, Ariane nous disait que Ariane 2, il y avait aussi une lettre de motivation qui était demandée, mais que c'était discriminant et que soit le candidat n'avait pas les codes pour faire la lettre de motivation, soit il se faisait aider et du coup, finalement, ça ne reflétait pas le profil du candidat. Et Angélique disait que à Orléans, ils ont aussi supprimé la lettre de motivation comme à Lyon 3, avec un ajout de questions ciblées. Est-ce que toutes les deux, vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet ou pas spécialement? C'est à vous de voir. Oui, moi je veux bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors moi je suis un peu dans la même situation. En fait, j'ai repris la responsabilité pédagogique du DU Passerelle
en septembre dernier, même si l'année dernière, je m'occupais des étudiants ukrainiens seulement. Et donc, cette lettre de motivation, elle est demandée dans le dossier de candidature depuis le début, en fait, hein, de la création du DUP à l'université Rennes 2. Et pour avoir participé à 2 commissions, parce que nous, on a une commission par an, même si on a 2 rentrées. Pour avoir participé à 2 commissions, je vois bien que ça ne fonctionne pas, comme je l'ai dit dans le chat. Bah, la preuve, c'est que même dans notre DU, on leur apprend à faire des lettres de motivation. C'est bien la preuve qu'ils ne savent pas les faire en arrivant. Donc, c'est bien, cette discussion-là avec vous, ça me donne des arguments pour militer pour la suppression de cette lettre de motivation et les questions. Et je serais preneuse effectivement d'exemples, de types de questions que vous leur posez, par exemple. Merci, Ariane. Alors, Jean-Noël, je ne sais pas si tu as levé la main pour ce sujet ou pour un autre sujet. Ouais, pour ce sujet. Ok, bah, je te laisse prendre la parole et puis après, je lirai la question d'Émilie dans le chat. Ouais, pardon. Oui, juste pour réagir, nous, ce qu'on essaye d'évaluer. Donc, nous, pardon, moi, je suis le responsable du DU Passerelle de Saclay, Université Paris-Saclay. Et donc, on est dans la coordination Île-de-France. Donc, on a déjà parlé de comment on évalue la motivation. Nous, on ne demande pas de lettres. En revanche, à l'entretien, enfin, de ce que j'entends, de ce qui a été dit, c'est que nous, ce qu'on essaye surtout d'évaluer plus que la motivation, c'est quelque chose d'assez subjectif. Et voilà. Et pour des problèmes d'interculturalité, je suis tout à fait d'accord. C'est plutôt la cohérence du projet. Enfin, déjà, c'est la bonne compréhension de ce qu'est le DU Passerelle, et c'est pas toujours le cas. Il y en a qui le voient comme des cours de français comme d'autres et qui n'ont pas nécessairement compris que c'était aussi un accompagnement à la reprise d'études supérieures. Donc déjà, ça, parfois, ça permet de clarifier les choses. Et il y a certains candidats qui font, ah bon, d'accord, j'avais pas complètement compris, ça arrive. Et deuxièmement, quand ils ont bien compris, c'est de la cohérence de leur projet avec des études supérieures. Parfois, quand on commence à poser des questions sur le projet professionnel, on se rend compte que c'est pas nécessairement des études supérieures dont ils ont besoin. Nous, on sait qu'on les réintégrera plus facilement à l'université, ça c'est évident, voilà, avec nos liens, nos contacts. Et c'est vrai que sur des projets qui sont très pro, parfois on se dit, bah là, il vaudrait mieux que ce candidat il fasse une formation très professionnalisante, surtout plutôt très courte. Et dans ce cas-là, on se dit, est-ce que c'est le bon endroit de l'accueillir à l'Université Paris-Saclay où on va essentiellement l'accompagner pour des reprises d'études, principalement en licence ou en master et moins dans des filières ou en BUT. Même en BTS, parfois on se pose la question parce qu'on a moins de liens avec des BTS, donc c'est plus compliqué pour nous de les réintégrer dans des BTS. Donc bon, voilà. Donc plus que la motivation, c'est est-ce que vraiment ce candidat, ça va lui apporter quelque chose d'apprendre le français à l'université pour réintégrer l'université, voilà. Donc c'est pas réellement de la motivation, mais plutôt de la cohérence. Et en fait, on s'est retrouvé en difficulté avec certains candidats qui finalement euh, réalisent ce dont ils ont besoin, c'est une formation professionnelle très courte. Et là, on est un peu désarmé parce qu'on a on a plus de mal à les insérer. Voilà. C'est juste ça que je voulais préciser. Ouais, merci Jean-Noël. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui est intéressant, c'est de vérifier qu'effectivement leur profil correspond bien à la formation proposée, et que c'est ce qu'ils souhaitent faire. Il faut noter, je pense, que partout en France, le DU Passerelle n'est pas maîtrisé par les accompagnants des personnes exilées, ni par les personnes exilées. On est quand même sur un dispositif qui est très spécifique et pas forcément facile de compréhension de premier abord. On le voit des fois même au sein de nos propres établissements, que c'est pas compris par les services. Donc, en dehors de l'enseignement supérieur, on peut comprendre que, effectivement, on l'a vu aussi ça, on a eu des retours sur la coordination, que parfois les entretiens sont le lieu de réexplication de ce qu'est un DU Passerelle. Euh, euh, Personnellement, je pense que c'est important, que ça fait partie finalement de l'accompagnement qu'il faut faire pendant le recrutement et le positionnement, qui est de réexpliquer aux étudiants ce qui va se passer pendant la formation, ce qui est attendu d'eux et revoir avec eux si c'est bien ce qu'ils avaient en tête. Donc ouais, merci de le préciser. Je lis la question d'Émilie dans le chat qui est hors lettre de motivation. Comment faites-vous pour exprimer le projet de reprise d'études avant entretien? Donc à Lyon 2, notre lettre de motivation est une lettre de motivation projet, mais il y a une réflexion autour de ce dispositif. Si je comprends bien la question, je pense que ce qui a été évoqué jusqu'ici, c'était des questions ciblées lors des
formulaire de candidature. Notamment, c'est ce qu'il y a dans la coordination Île-de-France. Sur le premier formulaire de candidature, il y a 2 questions pour faire exprimer le projet d'études et le projet professionnel. Donc, c'est des questions très simples. Je crois que c'est quel est votre projet d'études après le DU Passerelle, où les personnes peuvent écrire. Je vous laisse compléter. Émilie, si j'ai mal compris la question, n'hésitez pas aussi à le compléter à l'oral. Non, c'était ça ma question, c'est-à-dire que la lettre de motivation à Lyon 2, on demande une lettre d'expression du projet. Jusque-là, effectivement, on a un problème de forme de lettre de motivation. On ne cherche pas la motivation. Donc, j'étais bien intéressée par les 2 questions ou 3 questions qui sont posées, soit à Paris, soit à Lyon 3 aussi, pour pouvoir effectivement changer la forme de ce processus-là. Merci. Ouais, merci. Sur cette même lancée, Claire demande si on peut partager les formulaires de candidature. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. N'hésitez pas à nous les envoyer. On pourra voir avec Louise comment on peut partager ça, quelle forme ça peut prendre. Plutôt les compiler parce que si tout le monde les envoie sur la liste, ça va être trop lourd, ça va faire trop de mails. Donc, on peut voir de notre côté aussi quelle est la meilleure manière opérationnelle de vous les partager. Il faut savoir que sur l'Île-de-France, c'est public. Enfin, là, le formulaire est fermé aujourd'hui, mais dès qu'il est ouvert, il est en ligne. Donc, vous pourriez aller le voir à tout moment, je pense en mai. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, on vous le rappellera, on vous fera de toute façon un mail après le webinaire, hein, comme d'habitude, et on vous rappellera, n'hésitez pas à partager votre formulaire de candidature si vous le souhaitez, et puis on pourra vous les envoyer d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ou remarques? Non? Juste à Orléans, donc du coup, Angélique, vous avez dit qu'à Orléans, vous l'avez supprimé la lettre de motivation et vous avez ajouté les questions ciblées. Ça, c'est ça ou est-ce qu'il y avait d'autres questions ciblées? Non, si je mets le micro, c'est mieux. Donc, nous, à Orléans, on a mis 3 questions. Alors, attendez que je les retrouve. La première question, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit auparavant, hein, c'est d'écrire en quelques lignes votre parcours scolaire, universitaire ou professionnel jusqu'à présent. Et la deuxième question, c'est présenter le projet universitaire ou personnel en lien avec le DUP. Et la dernière question, c'est aussi une question, pourquoi l'Institut français? Pourquoi l'Université d'Orléans? Mhm. Voilà. Merci. Ok. Donc j'enchaîne avec notre sujet. Je reviens vers Louise de l'Université de Lille. Juste quand vous avez expliqué le dossier et la procédure de candidature, c'est très intéressant. Et vous avez parlé de la commission avec les voix délibératives et voix consultatives avec une longue citation de beaucoup de monde, j'ai pas pu noter. Bon, après les détails, c'est pas ça, mais je voulais savoir combien de personnes participent en moyenne à ces commissions, enfin à la louche, parce que il me semblait que vous avez cité beaucoup de monde. Oui, après, évidemment, tout le monde ne vient pas à chaque fois. C'est comme les commissions CFE ou ces trucs-là. Parfois, il y a voilà, il y a des gens qui viennent pas ou il y a des représentants. Hier, on devait être une quinzaine autour de la table. Ah, mais quand même, c'est beaucoup. Oui, mais du coup, c'est ultra utile. Par exemple, les référents étudiants en exil, ils sont nombreux vu qu'on a beaucoup de composantes différentes à l'Université de Lille. Et sur une candidature où il y a écrit, par exemple, informatique, le référent plutôt en sciences et tout ça, il va pouvoir un peu nous éclairer sur les formations qui existent et est-ce que le projet du candidat, il est envisageable à l'université. Du coup, tout le monde ne prend pas la parole autour de chaque candidature, sinon on ne s'en Non, sortirait pas. Mais comme il y a des spécialités, des spécificités, c'est bien d'avoir du monde autour de la table. d'accord. Merci pour les détails. Oui, je pense que, alors c'est très spécifique à Lille parce qu'on sait qu'il y a quand même une volonté politique qui est très forte, qui n'est pas présente dans tous les établissements, mais ça permet effectivement d'ancrer le DU Passerelle et la sélection des candidats dans les composantes, de faire du lien avec les référents. Enfin voilà, vous avez ce dispositif de référents dans chaque composante et d'accompagner les étudiants en DU Passerelle le plus en amont possible de leur formation finalement, de s'assurer que on s'arrête pas au DU Passerelle, qu'on n'est pas juste une formation de FLE, mais qu'il y a une vraie dimension d'insertion académique.
Et en plus, sur le plan politique, évidemment, ça permet aux responsables de formation en composants de découvrir ce que c'est le parcours d'un étudiant exilé, comment on le valorise et ce qu'on peut leur proposer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gains à cette procédure, même si effectivement, du coup, ça mobilise plein de monde et il faut une volonté politique, hein. Il faut, je pense, que la présidence s'implique là-dedans, ce qui est le cas à Lille. Et on sait que c'est pas possible pour tout le monde ici. Mais il y a peut-être d'autres moyens finalement de commencer à faire des liens avec les composantes, si c'est pas directement une grosse commission pour la sélection des candidats, mais de Et s'assurer, voilà, de ça. Vas-y, ouais, pardon. avec les composantes ou même dans un premier temps avec les services d'orientation qui ont quand même une vue assez large sur ce qui se fait au sein des universités, ça peut être chouette de les avoir à un moment du processus de recrutement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres expériences peut-être sur cette thématique, difficultés que vous rencontrez aussi chez vous pour faire le lien avec vos composantes, vos services d'orientation ou scolarité? Moi, pour ma part, ouais, je trouve très intéressant ce qui se fait à Lille. Bon, c'est pas du tout envisageable pour l'instant chez nous, mais voilà, moi, je ressens vraiment que la prochaine étape, ce serait vraiment que ce DU Passerelle soit le DU Passerelle de l'Université de Bourgogne et que donc les contacts avec aussi bien avec la présidence et tous les VP et les services qu'avec les composantes soient vraiment beaucoup plus forts. Et je trouvais effectivement l'idée de... nous, c'est vrai on a toujours été habitués à tout faire en interne. On est très contents de nous, on fait plein de choses super. Mais enfin bon, on est bien conscient aussi des limites de ça, même si on est content de notre belle équipe. Et je retiens quand même l'idée de Louise que même si, euh, même si on a tendance à penser que peut-être finalement on est plus compétent que le service d'orientation pour savoir si les candidats vont trouver vont trouver ce dont ils ont besoin dans le DU passerelle, je pense qu'effectivement c'est une idée que je retiens parce que ça peut être une première étape d'essayer en fait d'associer au moins ces services d'orientation à notre première sélection sur dossier. Parce qu'effectivement, nous, on a le problème, moi, j'en discutais encore avec un collègue, en fait, moi, je me plains, entre guillemets, qu'on n'est pas soutenu politiquement et qu'on n'est pas soutenu par les différents services et que c'est difficile, etc. Et mon collègue me disait, mais en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que t'as pas besoin d'eux, parce que ils savent pas à quoi ils pourraient servir, donc pourquoi ils s'impliqueraient? Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, effectivement, on a un petit peu ce côté qu'on connaît mieux que les autres et que donc s'ils se sentent pas utiles, ils vont pas forcément s'approprier cette formation. Bah, elle fonctionne, on a notre budget, ça roule, donc pourquoi ils s'impliqueraient? Et effectivement, ça m'a un peu, ça m'a fait un petit électrochoc. Et je me disais, bah, effectivement, peut-être dans un premier temps, associer le centre d'orientation, euh, ça pourrait être une étape, un premier pas pour effectivement dire oui, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à nous apporter, parce que si effectivement on donne cette impression que les gens ils n'ont rien à nous apporter, pourquoi effectivement ils s'impliqueraient? Donc là, je bats un peu ma coupe là-dessus et je retiens cette idée. Donc merci Louise. Mélanie, peut-être tu veux... Enfin, je vois que tu mets des commentaires dans le chat, mais tu peux peut-être expliciter à l'oral si tu veux bien. Oui, oui, non, mais je trouve ça rigolo parce que je pense qu'à Dauphine, en fait, on a le même problème. On ne nous l'a pas exprimé de cette manière, mais c'est vrai qu'on fait un peu les trucs dans notre coin. Et par exemple, quand mon poste a été conçu de chargé de mission des passerelles, il y avait, enfin, en fait, un tiers de mon poste, c'est censé être quelque chose qu'assure les services d'orientation, par exemple. Mais en fait, il y a eu une tentative de dépossession des services d'orientation de ce travail-là parce que je ne sais pas exactement, mais je pense qu'en fait, il y a ce côté, bah, c'est pas des étudiants comme les autres, les services d'orientation classiques ne seront pas les orienter. Donc, il y a déjà cet a priori, mais en fait, de la part, je vais dire parfois de la part de l'équipe qui n'est pas forcément volontaire, mais qui est un peu inconscient, de genre, les services d'orientation qui ont l'habitude d'accompagner des étudiants lambda, ils vont nous les casser, nos réfugiés. Enfin, c'est un peu, il y a un peu cet a priori-là que je ressens.
et que les équipes elles-mêmes d'orientation ressentent. Parce que moi, je renvoie les étudiants vers les services d'orientation. En plus, j'en viens, donc ce serait bête de les en priver. Mais du coup, après, comme j'ai l'impression qu'elles ont aussi elles-mêmes un sentiment d'illégitimité qui fait que, bah, en fait, elles reviennent vers moi systématiquement pour demander est-ce que là j'ai bien fait, est-ce que là ça va, est-ce que j'y m'y ai. Et du coup, moi, ça me rajoute aussi vachement de boulot parce que je suis obligée de contrôler, de rassurer derrière à la fois l'étudiant qui a ressenti aussi le malaise en fait de la personne en face qui n'était pas très sûre de pouvoir bien l'accompagner, et puis des services d'orientation eux-mêmes qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils font et de bien faire. Voilà. Si je peux te répondre, Mélanie, du coup, à Lille sur ce sujet-là, nous, on a des référents orientation au sein des services d'orientation qui deviennent des spécialistes de l'exil et que du coup, on forme au fur et à mesure en leur proposant soit des petites formations en interne, un peu comme le MENS peut faire lors des webinaires, soit carrément avec, on a la CIMAD maintenant qui intervient, qui propose des formations qui sont dans le référentiel de formation au personnel de l'université. Et du coup, on flèche vraiment sur ces services qui peuvent accompagner pour qu'il n'y ait pas ce truc de ah, mais est-ce que j'ai bien fait? Parce que oui, non, il n'a pas de statut, mais en fait, je sais pas, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et comme ça, au moins, il n'y a pas de micmac. Et ouais, on les forme au fur et à mesure des années. Bah, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, en fait. Donc ça, c'est typiquement voilà, ce à quoi enfin, ce que j'aurais aimé faire déjà cette année et ce que j'aimerais qu'il soit fait les années suivantes. Le problème, c'est qu'en fait, elles sont que deux. Nous, dans notre service d'orientation, il y a deux personnes. Et du coup, les chefs de service d'orientation veulent pas trop non plus les investir dans le DU Passerelle outre mesure parce qu'après, elles y passent trop de temps, en gros, et puis elles ont plus de temps pour le reste. Et du coup, c'est un petit peu, les relations sont pas forcément évidentes non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est typiquement ce qu'on voudrait faire. Ouais, Jean-Noël, tu as levé la main. Juste pour une toute petite info sur les services d'orientation, sachez que nous, on est en contact avec le réseau des SUIO et que normalement, on est censé proposer une formation cette année à tous les SUIO de France. Enfin, en tout cas, enfin, ce sera ouvert à tous les SUIO de France. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de travailler au niveau du MENS, mais pareil, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup et en général, ils ont peu de temps, donc ce sera une formation sur une demi-journée, donc on va jamais pouvoir tout. Camille, peut-être commencer par région, parce qu'il y a des réseaux régionaux de SKUO dans chaque région. En fait, par exemple, tu as l'Île-de-France, tu as un réseau de SKUO qui se réunit assez souvent. Je dis des bêtises d'ailleurs, c'est avec l'Île-de-France pour l'instant. En fait, oui, pardon, on a eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps avec le réseau des SCIO et on va commencer par l'Île-de-France en présentiel et on va voir ensuite pour reproduire au niveau national. Effectivement, désolée. Et ça, on voit du coup avec le réseau SUIO directement. Ceux qui nous ont proposé et qui nous ont invités. Parce que c'était aussi une demande de leurs collègues, en fait, des SEO, parce qu'ils se sentaient démunis, effectivement, et du coup, ils ont demandé des formations. Mais encore une fois, ça va être 3 heures sur l'année, quoi. Donc, ça va être une initiation. Au moins pour un peu plus mettre dans leur radar le DU Passerelle et qui sont les étudiants exilés. Oui, pardon, Jean-Noël, vas-y. Alors, pas de problème. Non, mais finalement, ma réaction était sensiblement la même que celle de Louise de Lille, qui est que je crois que nous, en fait, on se répartit un peu les tâches entre le DU Passerelle et l'orientation. On collabore assez bien avec eux. Ils sont super utiles pour identifier des formations parfois dont on n'a pas idée. Par exemple, nous, cette année, on a un étudiant qui va être pilote de ligne. Très sincèrement, je ne savais pas très bien quelles étaient les différentes façons de devenir pilote de ligne. Donc, dans ce cas-là, elles sont super utiles. Après, là où généralement elles demandent notre appui, enfin, je dis elles parce que c'est des femmes aussi chez nous, c'est sur les procédures de candidature. Et là, elles sont souvent moins à l'aise. Et c'est là où, pour le coup, on essaye de les auto-former. Enfin, nous, on s'auto-forme et donc du coup, on les forme. Donc, elles deviennent de plus en plus au fait de comment candidatent les étudiants en exil. Mais c'est souvent sur cette partie-là, ensuite, sur la réalisation du projet d'orientation qu'elles proposent, que nous, on reprend la main en général, quoi. Voilà. Mais effectivement, elles ont elles nous ont sollicité pour des formations, justement sur l'accompagnement des étudiants en exil et sur la réalité enfin sur la possibilité de la réalisation de leurs objectifs quand elles leur proposent des formations, quoi. Mais par exemple, elles sont super utiles. Nous, par exemple, là où elles interviennent, c'est elles font des présentations un peu globales du système universitaire.
Et les étudiants découvrent ce que c'est qu'un BTS, ce que c'est qu'un DUT. Souvent, la plupart arrivent en disant, bah oui, en fait, moi, je veux faire une licence, mais parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Et finalement, on leur dit, bah, vous savez, il y a d'autres opportunités, plus courtes, plus professionnalisantes, c'est possible. Et là, elles sont super utiles pour ça, par exemple. On a des étudiants comme ça qui changent leur profil. Mais après, pour tout ce qui est le process de candidature, d'accompagnement et puis tout simplement de droit des étudiants exilés à ce type de formation, elles sont souvent un peu plus courtes et sèches. Et donc, c'est là où bon, on a souvent besoin de reprendre la main. Et chez nous, c'est Louise, notre assistante administrative, qui reprend la main souvent sur ce genre de choses. Voilà. Ouais, merci Jean-Noël. Vas-y, Mélanie. Oui, non, il y a un truc qui m'interpelle, mais en fait, ce que tu dis, Jean-Noël, c'est que à Saclay, les chargés d'information et d'orientation connaissent les formations hors de l'université. Oui, oui, tout à fait. Elles leur présentent en tout cas. Alors, elles sont moins souvent moins au fait de toutes les possibilités, mais quand même, ouais, 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 elles sont en mesure de leur présenter. Enfin, peut-être que Louise, Louise de Saclay, pardon, tu peux ajouter puisque c'est toi qui gères ça. Oui, oui, enfin les personnes. Tu parles de Aude Ricard quand tu parles de ça, du coup. Oui, oui, ils sont formés. En fait, il y a aussi que Saclay, c'est enfin l'organisation de plein de composantes différentes. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de postes de formation et beaucoup de. Enfin, la plupart des formations, on va les avoir, mais ça peut être dans des formations qui sont dans des composantes qui sont très éloignées de notre campus. Mais du coup, ils sont au courant et savent proposer un peu toutes les formations. D'accord. C'est pas mal de pouvoir s'appuyer dans ce cas sur une équipe comme ça, parce que c'est vrai que nous, au départ, le service d'orientation de Dauphine, en fait, normalement, ils sont censés connaître que les formations de Dauphine et ne pouvoir orienter que les formations de Dauphine, que vers les formations de Dauphine. Ça veut dire que quelqu'un qui veut faire autre chose, ben, en fait, elles vont tomber des nues, mes deux collègues, elles vont venir me voir. Et du coup, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je posais la question. Merci. Merci à tous pour ces interventions sur les SIVO. Effectivement, on voit à quel point, de manière générale, de toute façon, c'est très hétérogène au sein des établissements, hein. Ça marche pour à peu près tous les sujets qu'on évoque. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, réactions sur ce qui a été dit ou de nouveaux sujets à aborder? Oui, Clémentine. Moi, je vais aborder un point qui est, et qu'on ne fait pas, mais sur lequel on a été amené à réfléchir, qui est l'évaluation du niveau scolaire. Je vais appeler ça comme ça, hein, pour y aller un peu grossièrement. Qui est on accompagne donc des étudiants vers la reprise d'études, qui ont tous un diplôme en main équivalent du bac au moins ou au niveau d'études supérieures. Et dans nos DU passerelles, je pense qu'on a tous et toutes observé que leur niveau scolaire, je vais l'appeler comme ça, pour parler de la somme de plein de choses, c'est-à-dire des prérequis réels acquis au cours de leur scolarité et de leurs études, mais aussi ce qu'il en reste avec le temps passé, avec l'épreuve de l'exil, qui comprend l'interruption d'études, mais aussi toutes les complications de vie que ça comporte. Bref, on a un étudiant qui est en plus dans des conditions sur le moment parfois compliquées. Tout ça fait que ses capacités à reprendre des études sont aussi impactées par tout ça et tout cet historique. Et que dans les faits, certains sont en fait assez en difficulté en termes de niveau scolaire par rapport à leur envie et leur projet de reprise d'études. Je pense qu'on l'a tous constaté, soit pendant les passerelles, soit quand on a les retours en fait de leur reprise d'études une fois qu'ils sont en formation. C'est vrai que nous, dans le DUP de Sorbonne Université, on en est encore plus conscient parce qu'on a intégré une forte composante de cours disciplinaires spécifiques au DU passerelle, puisque donc dans le deuxième semestre, donc on a un DUP qui fait un niveau B1 vers B2 en une année, hein, pas en un semestre, et donc ça nous permet d'intégrer des heures de cours au deuxième semestre disciplinaire, donc pour le groupe qui fait des sciences, des maths, de l'informatique, de la chimie, de la physique, de la biologie, et pour ceux qui font sciences humaines, littérature, philosophie, sciences éco, histoire géo, et de l'anglais des deux côtés pour les deux groupes.
Donc, ça nous permet encore plus de travailler ces aspects, c'est-à-dire pas seulement du français sur objectifs spécifiques, mais aussi de travailler les prérequis et la reprise. Donc, cette année, elle nous permet de travailler ça, évidemment, de les accompagner et potentiellement de les aider à faire la marche, mais n'empêche qu'on s'est à un moment posé la question, et on ne l'a pas mis en place, mais on s'est à un moment posé la question, est-ce qu'on doit, à l'entrée du DU Passerelle, faire ce type de positionnement ou est-ce qu'en fait, c'est le DU Passerelle qui nous permet de les accompagner, de faire un positionnement et potentiellement de les faire avancer, hein, évidemment. Et du coup, à la sortie du DU Passerelle, là, de les accompagner sur le projet qui est faisable. Vraiment, j'aborde ce sujet qui a été hyper sensible pour nous parce que se mettre face à cette réalité, parfois de l'impossibilité pour un étudiant de reprendre le projet qu'il avait envie de faire, très concrètement, là, par exemple, une situation qu'on connaît bien, nous, dans le DUP, c'est la reprise vers les études scientifiques, puisqu'on est vraiment, nous, insérés en plus sur la faculté des sciences en termes logistiques, et que du coup, on a quand même pas mal de projets là-dessus, pas mal de projets vers l'informatique d'étudiants, mais j'imagine que vous rencontrez ça aussi. Et quand on les accompagne en fait sur le niveau de mathématiques qui est nécessaire à rentrer en licence d'informatique, comme le disait tout à l'heure Jean-Noël, effectivement l'idée de rentrer en licence uniquement est souvent remise en cause, en partie à cause de ça. Le niveau de maths, pour une bonne partie des étudiants, est encore loin du compte. Et on a pourtant la chance à Sorbonne d'avoir une L0, c'est-à-dire qu'on a encore une année de transition sur le travail des prérequis qui peut être faite après le DU Passerelle grâce à cette L0 qui est ouverte à tout type d'étudiants sur les admissions ou ici en Parcoursup. Donc voilà, donc c'est un truc que je voulais soumettre un peu à vos commentaires. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ça ou est-ce que, bon, nous, ce qui a été notre conclusion, hein, de rester sur une inconditionnalité en quelque sorte sur les aspects scolaires à l'entrée, mais n'empêche que ça pose des sérieuses questions après sur l'accompagnement. Voilà, pour leur permettre de trouver un projet qui correspond à leurs possibilités, mais tout en ne les menant pas vers des choses impossibles. Et parfois, ces choses impossibles, elles sont dures à diagnostiquer quand on a uniquement leur diplôme précédent et qu'on ne les accompagne que sur du français, en fait, hein, que sur du FLE. Parce qu'on ne peut pas palper, en fait, cette difficulté uniquement sur ces éléments-là. Voilà. Oui, merci Clémentine. Claire, alors on a Claire, Mélanie, ensuite Jean-Noël. Oui, donc on est tous confrontés à ça, hein. Donc moi je dirais que sur, je sais pas, là je n'ai pas fait les statistiques là par exemple pour l'année dernière, mais il n'y a pas plus d'une moitié des étudiants. Bon la donne est un peu modifiée, c'est pour ça que j'ai pas trop les chiffres en tête. Elle est un petit peu modifiée avec tous les jeunes Ukrainiens qui sont arrivés, donc pour qui les entrées en études universitaires sont un peu plus faciles parce qu'il n'y a pas eu de rupture de scolarité, etc. Mais sinon, on a moins de la moitié de nos étudiants qui vont rentrer à l'université, euh, même si c'était le projet qui était annoncé au départ. Euh, Nous, on essaye d'accompagner cette entrée dans les filières. Ben, nous, on n'a pas de cours spécifiques comme chez toi, Clémentine, des cours disciplinaires, à part le cours de français sur objectif universitaire. Donc, nous, on s'appuie sur les immersions dans les filières. Donc, on fait beaucoup d'immersions dans les filières qui sont au moins pour l'étudiant la possibilité de voir à quoi ça correspond exactement et puis comment il se sent, quel est le niveau de difficulté, etc. Et sinon, finalement, le gros de notre travail, ça va être moitié d'accompagner vraiment ces candidatures dans les différentes filières, par le biais des immersions, des rencontres avec les responsables de formation, etc. Et sinon, eh bien, de retravailler le projet. Donc, en fait, nous, on le fait en interne, c'est-à-dire que nous, enfin, c'est Véronique qui fait ça, hein. On retravaille le projet vers la formation professionnelle, vers des formations plus courtes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, nous, on le fait dans le cadre du DU Passerelle. Alors, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, ça demande aussi d'autres compétences. C'est pour ça que nous, on tenait à avoir une personne chargée d'insertion qui vient vraiment du domaine à la fois de l'orientation, mais aussi de l'insertion. Mais je ne vois pas comment on pourrait faire ça à l'entrée du DU Passerelle, quoi. Enfin, pour répondre
C'est un vrai problème, mais je ne vois pas comment on pourrait anticiper là-dessus. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une expérience ou voilà, pour anticiper. Ton micro s'est coupé, Claire, mais Ah, euh, t'as fini. Ok. Merci. Donc, Mélanie, Jean-Noël et après Louise. Moi, je viens de faire l'analyse des situations actuelles des étudiants de la promotion 2023 qui ont été diplômés en avril. Et puis, effectivement, c'est pas plus d'une moitié qui, comme les années précédentes, en fait, ont intégré des formations supérieures dont ils seront diplômés de 3 à 5 ans, selon les études qu'ils ont choisies. Et le reste, en fait, ce que j'ai réalisé, parce qu'il y en a qui sont partis aussi dans des formations hors université, que souvent ils ont trouvé un peu tout seuls, à vrai dire, et c'est très bien, mais en fait, ils ont aussi réalisé, le DU leur a permis de réaliser que les études supérieures, en fait, c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient au départ, qu'ils étaient arrivés effectivement dans le DU avec une idée de reprendre des études supérieures, en se disant que ça allait être par exemple compatible avec un emploi à temps plein. Ça, j'ai déjà eu le cas de gens qui disaient je vais travailler à temps plein en même temps que je vais faire mon BUT. Ou des gens qui arrivent avec cette idée qu'ils vont faire un doctorat. Des grandes idées en fait, et puis en arrivant à l'université, en discutant avec les interlocuteurs avec qui ils ont l'occasion de discuter, avec les présentations sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur, etc. C'est pas qu'ils revoient leurs ambitions à la baisse, pas forcément, mais c'est qu'ils se disent ok, c'est peut-être pas fait pour moi. Aussi, ils se confrontent au fait que par exemple, à l'université, je ne sais pas, on demande de l'assiduité, il y a un calendrier qui est assez contraint. Je ne sais pas, on sort d'une formation en avril, on ne peut reprendre qu'en septembre après, alors qu'il y a des formations qui démarrent tout de suite en sortant du diplôme et qui sont plus courtes. Donc finalement, cette prise de conscience qu'en fait, parfois, ça représentait peut-être plus de contraintes que d'avantages par rapport à ce qui était vraiment leur projet. C'est-à-dire parfois, effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui veulent faire de l'informatique. Dans leur cas, la question, elle se pose vraiment de savoir si une formation universitaire, c'est le plus adapté à ce dont ils ont besoin, parce que finalement, leur but, c'est de pouvoir travailler vite, pouvoir gagner vite leur vie. Dans le domaine de l'informatique, c'est pas forcément une formation universitaire qui est le plus adaptée pour ça. Donc, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des services d'information et d'orientation, oui, qui sont sensibilisés au fait qu'il n'y a pas que les formations universitaires dans la vie, en gros, et que c'est pas forcément le top pour chaque étudiant d'aller à l'université après le DU passerelle, comme un autre étudiant d'ailleurs. Enfin, je sais pas, c'est pas adapté à tout le monde, peut-être l'organisation de l'enseignement supérieur, et ça peut être intéressant parfois d'orienter les candidats les candidats et les étudiants vers autre chose quand ça s'y prête. Et il faut aussi dire que parfois les responsables de formation sont assez réticents au fait d'orienter les étudiants des passerelles vers d'autres filières que des filières universitaires. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, tout simplement. Ils savent pas que... Voilà mon expérience. Merci Mélanie, Jean-Noël. Ouais, merci Clémentine d'avoir soulevé le sujet parce que en fait moi je trouve que c'est le plus difficile pour de vrai. Tout le reste on arrive à peu près à s'en sortir, je trouve, on se débrouille, les orientations, etc. parce qu'on est tous motivés. Mais alors dès lors qu'il s'agit d'évaluer les compétences et la capacité à suivre la formation qu'on leur propose, c'est très compliqué. Donc nous pour l'instant on n'a pas vraiment de solution. On fait des cours d'immersion évidemment selon la maquette du DU Passerelle qui leur permettent de se rendre compte parfois de la difficulté et de ce que c'est que l'université. Mais en fait, en fait, très honnêtement, on sait pas bien comment faire. Alors, nous, ce qu'on a commencé à faire, par exemple, pour ceux qui envisagent la L1, c'est de leur donner les programmes du bac et puis on leur demande de regarder et d'évaluer à peu près s'ils comprennent, si ces compétences, ils l'ont. Bon, enfin bon, voilà, ça reste assez léger. Et du coup, j'ai deux questions, Clémentine, par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire que sur ton DU passerelle, le deuxième semestre, c'est essentiellement des cours. Il n'y a plus de cours de FLE. Ils font seulement des cours de remise à niveau ou de compétences. Donc, ce serait une L-0, peut-être. Et qui fait ces cours chez vous, du coup?
Je réponds tout de suite, du coup, je passe Ouais. avant Lise ou ouais, c'est peut-être, je rebondis. Enfin, Et pardon. donc, effectivement, ouais, au deuxième, donc comme je disais, c'est parce qu'on a une maquette B1, B2 vraiment sur Ouais. l'année que ça nous permet de dégager ce volume. Donc effectivement, ouais, au deuxième semestre, ils ont, bah, si tu veux, la balance, c'est qu'au deuxième semestre, ils ont plus qu'un seul cours de 2 heures de FLE dans la semaine, et par contre, ils ont 12 à 14 heures du reste, quoi. Donc des matières disciplinaires. Donc effectivement, c'est complètement inversé par rapport au premier semestre où là, ils font que du FLE et du fou quasiment. Et on commence juste une initiation avec des cours d'ouverture, on va dire, sur le premier semestre à d'autres disciplines. Donc effectivement, c'est très peu de FLE pur et quasiment que des cours disciplinaires et un peu de fou et de fausse, quoi. Voilà, si je veux donner la balance. Qui fait ces cours disciplinaires? Eh ben, des profs des disciplines. Donc, c'est essentiellement des profs maison, si je veux dire ça, donc des profs des composantes. Donc, ça rejoint un peu la démarche de Louise qui le fait au recrutement. Bah, nous, on le fait pendant le DU, où effectivement, ça implique les composantes dans l'accompagnement. Et donc, c'est des profs des composantes, quelques vacataires sur certains cours qu'on n'arrive pas à faire assurer en interne, mais globalement, c'est de l'interne. Ça veut dire qu'effectivement, ça implique les composantes en termes de services dans le DU Passerelle aussi, et ça, c'est intéressant pour les liens quoi, que ça a créé. Ça nous crée un peu des ambassadeurs quoi, du DU au sein des composantes. Donc, ça, c'est assez chouette. Et c'est pas hyper lourd à porter en termes de volume horaire parce que, en général, c'est genre 2-3 collègues qui se divisent le travail pour un cours, quoi, enfin une discipline. Donc, en gros, on a 22 heures, par exemple, il y a 22 heures de maths ou 22 heures 22 heures d'informatique, tu vois, par exemple, 22 heures d'informatique et ça se divise en 2 ou 3 collègues. Donc, ça fait pas un gros travail individuel. Maths, c'est un peu plus, en fait, parce qu'on fait plusieurs cours de maths. Vraiment, il y a un gros besoin sur les maths. Oui. Et Ouais, comment les tu maths, gères c'est... l'hétérogénéité des niveaux? Par exemple, s'il y en a un qui veut aller Ouais. en L1, en L2, en L3, ils ont le même cours? Ouais, c'est chaud. Bah, on décide de faire du basique pour tout le monde. En gros, c'est un peu la démarche. C'est un peu comme tu disais, une L0- pour tout le monde. Après, on a quand même dû subdiviser, là je rentre dans du détail, hein, mais sur la partie sciences, vraiment pour gérer l'hétérogénéité et les besoins, on a dû subdiviser. En fait, on a un groupe qui veut faire biologie-chimie et qui a juste un cours de maths de base et un groupe qui veut faire plutôt maths, info, ingénierie, et là qui fait des maths de base et des maths plus plus. Et en fait, depuis 2 ans, on travaille même encore avec un troisième sous-groupe, justement pour ceux qui ont un niveau que je vais appeler faible en maths, là aussi, hein, j'utilise des termes caricaturaux, mais pour être très clair, et qui du coup ne pourra pas aller vers des disciplines scientifiques à l'université au sens de la licence, qui pourra plutôt aller vers des BTS en alternance ou des formations professionnalisantes plus courtes et à qui, du coup, on fait un parcours adapté avec justement des maths vraiment de base et des aspects plutôt bureautiques, par exemple, et ce type de choses. Et là, je vais être très claire, hein, nous, sur un groupe de 20 étudiants sur qui on fait du placement de maths et de l'accompagnement en maths, qui a un bac scientifique ou même un diplôme du supérieur en sciences. Sur 20 étudiants, tous les ans, il y en a 5 dont le niveau de maths est inférieur à celui d'une classe de troisième. Voilà. Mmh. Euh, donc, et sur les 15 qui restent, il y en a 12 qui ont un niveau de maths qui n'est pas celui d'une classe de terminale. Et donc, il faut accompagner sur le programme de lycée pour être capable d'atteindre la L0 ou la L1. Et on en a, au final, sur les 20, que 2 ou 3 qui ont un niveau supérieur à la classe de terminale. Voilà. Donc, c'est ça le profil. Et c'est assez conservé tous les ans. Voilà. Alors, les maths, c'est très discriminant parce que quand on n'en a pas fait depuis longtemps, on oublie et il faut s'y remettre, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est pour donner les proportions. Et c'est pour ça que c'est une vraie problématique sur laquelle on se penche pour les accompagner sur la réussite l'année d'après et pas les emmener à faire n'importe quoi, quoi. Voilà. Ouais, merci Clémentine. Louise? Oui, très rapidement, c'était pour rebondir sur ce que tu posais comme question tout à l'heure, Clémentine. Et je ne sais pas si ça a été dit parce que j'ai loupé un bout de l'intervention de Mélanie, je suis désolée. Nous, quand on se rend compte qu'il y a des difficultés comme ça, on travaille avec le DAEU et en fait, on renvoie pour de la remise à niveau en DAEU. Ils nous autorisent quelques places, même si les profils ne rentrent pas dans les clous parce qu'il faut être inscrit à Pôle emploi, etc. Ils nous autorisent des demandeurs d'asile et tout. Et du coup, on leur fait faire la remise à niveau en envisageant qu'il y ait déjà un bon niveau de français, hein. Donc, soit ils font le FLE chez nous, ensuite, pouf, on les bascule en DAU pour la remise à niveau. Et ensuite, là, la licence, ça devient envisageable. Soit, comme je crois le disait Mélanie,
réorientation vers de la formation pro. Là, c'est le bureau d'accueil qui travaille avec beaucoup de partenaires, l'AFPA, Simplon. Pour le coup, ça ne nous fait pas peur. Si le candidat est d'accord, enfin si l'étudiant est d'accord, on les réoriente plutôt vers ce type de structure quand c'est nécessaire. Et parfois, ils vont faire ça et ensuite, ils reviennent mieux formés. Et là, ils s'en sortent plus facilement ensuite dans des licences pro, par exemple. Parfois, c'est utile de sortir de l'université pour mieux y revenir derrière. Voilà. Merci. Ouais, moi, de ce que j'entends de toutes vos interventions, il y a effectivement plusieurs sujets. C'est le premier, comment on intègre mieux les matières de composantes dans le DU Passerelle pour vraiment avoir cette dimension insertion académique dès le début du DU Passerelle. Est-ce qu'on doit l'intégrer du coup dès les tests de positionnement ou est-ce que ça doit faire partie de la mission du DU Passerelle que aussi de remettre à niveau sur certaines matières? Et du coup, un sujet dépendant, c'est si jamais, effectivement, quand on a réussi à évaluer les compétences de ces étudiants dans leur filière, si jamais on se rend compte que ces compétences ne correspondent pas à ce qui pourrait être proposé dans l'université, comment on fait pour tisser des liens avec les formations professionnelles plus courtes? Donc, bon, on a les BTS, mais voir, effectivement, comme tu le disais, Louise, à l'AFPA, Simplon, Connexio pour tout ce qui est informatique et dans d'autres filières, toutes les autres formations. Eh bien, écoutez, c'est des sujets qu'on note avec Louise, qu'on ne manquera pas de... euh, on va y réfléchir, on va essayer de vous proposer des choses aussi suite à ça. C'est un peu le but de ces discussions, c'est que vous puissiez partager entre vous, mais que nous aussi, on puisse identifier sur quoi on peut vous accompagner. Et je laisse quelques minutes, puisqu'il est 12h03, du coup, quelques minutes pour des dernières interventions. Non, je pense que tout le monde... Jean-Noël, je ne sais pas si tu lèves la main ou si je ne sais pas quelle est la signification de ce... Ouais, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Là, j'ai été déconnecté, j'avais plus de batterie, je suis sur mon tel. Je voulais juste une dernière réaction, c'est que nous, ça a un vrai, en fait, ce sujet est vraiment très important, ça a un vrai enjeu parce qu'on a mis en place la demande d'admission adaptée, nous, à Saclay. Et en fait, pour de vrai, il y a un vrai enjeu de pérennisation de ce truc-là parce que les responsables de formation, les quelques retours qu'on a, c'est ben, en fait, vos étudiants, ils réussissent pas si bien et donc c'est compliqué. Et donc, ça met en péril les prochaines demandes d'admission adaptée parce que les collègues nous ont fait confiance pour l'instant en disant bon ok tu nous envoies un étudiant c'est ok on te fait confiance et puis bon bah après finalement si ça marche pas ça risque de mettre en péril ils vont plus jamais prendre et vont dire bah écoutez les étudiants c'est super c'est sympa c'est mignon mais en fait ils réussissent pas donc il faudrait qu'on puisse évaluer le niveau. Bon, voilà. Donc, c'est un enjeu. Enfin, il y a plusieurs coups, quoi. Il y a à la fois l'objectif du DU Passerelle, mais aussi le tuilage, nous, avec la demande d'admission adaptée qui pourrait être mise en péril si les étudiants n'ont pas le niveau, en fait, dans les formations où on les envoie. Voilà. Donc, vraiment, c'est un vrai sujet pour nous, auquel il faut qu'on s'attelle. Très bien. Je pense que ouais, même un autre dispositif qui pourrait être envisagé, c'est un accompagnement post-DU Passerelle pour les étudiants qui sortent de DU Passerelle, évidemment, qui pourrait permettre plusieurs choses. C'est non seulement de les suivre et de maintenir un lien après le DU Passerelle, et en plus bah, d'avoir des cours qui leur permettent euh, de réussir leur première année en insertion académique. Donc voilà, je pense qu'il y a tous ces sujets-là, c'est comment on adapte mieux le DU Passerelle par rapport à l'insertion académique, comment on accompagne les étudiants post-DU Passerelle, comment on évalue les compétences hors FLE des étudiants et comment on tisse des liens hors université aussi pour d'autres possibilités de suite de parcours. Je crois que j'ai essayé de tout résumer. Si vous n'avez pas d'autres interventions, bah, vous laissez aller manger.